Je conduisais 16 heures d'affilée à travers une tempête de pluie aveuglante juste pour arriver au dîner de fiançailles de ma sœur dans les Hantons. Quand elle a enfin ouvert la porte de l'immense manoir en bord de mer, elle se tenait là dans une robe de soie blanche impeccable tenant un verre en cristal de champagne. Elle a regardé mes vêtements trempés de haut en bas avec un dégoût absolu. Elle a ri et a dit « Nous avons eu le dîner hier ». Elle m'a dit que Julien ne voulait que la famille proche et les personnes de son calibre social à la soirée. Ma propre mère s'est avancée derrière elle et m'a dit de retourner à ma voiture parce que mon apparence de classe ouvrière embarrassait la famille du riche fiancé. Je n'ai pas crié et je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri et je suis parti. 2 jours plus tard, ma sœur m'a appelé dans une panique hurlante parce que la carte noire qu'elle a essayé d'utiliser pour un dépôt de mariage de 150 000 $ a été publiquement refusée. J'ai souri dans le téléphone et j'ai dit, j'ai oublié de mentionner que la carte est seulement pour la famille proche. Je m'appelle Sienna et j'ai 32 ans. Si vous avez déjà été traité comme une pierre de marche par votre propre famille seulement pour être mis de côté quand ils pensent avoir trouvé quelqu'un de mieux, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous parce que vous allez vouloir entendre exactement comment j'ai démantelé leur faux empire de luxe brique par brique sans verser une seule larme. J'ai garé la voiture au bout de l'allée et j'ai pris une profonde inspiration. Mes vêtements étaient froissés par le voyage de 16 heures, et mes cheveux étaient humides à cause d'un arrêt rapide à une station-service, mais mon cœur était rempli d'un bonheur sincère pour ma sœur. J'ai pris le cadeau de fiançailles coûteux que j'avais acheté pour elle et je suis sorti sous la pluie glaciale. Le vent froid fouettait mon visage pendant que je montais les larges marches en pierre menant à la porte d'entrée en chaîne imposante. J'ai appuyé sur la sonnette en laiton et j'ai attendu. Je pouvais entendre une musique faible et le tintement de verre venant de l'intérieur. Une lumière jaune chaleureuse se répandait à travers les grandes fenêtres. Après quelques instants, la lourde porte a cliqué et s'est ouverte vers l'intérieur. Alia se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air d'être sortie d'un magazine de mariée. Sa peau impeccable rayonnait et ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant. Elle portait une robe de soie blanche époustouflante qui l'épousait parfaitement. J'ai reconnu le designer immédiatement parce que j'avais payé la facture de carte de crédit de 5 000 $ pour elle juste la semaine dernière. Elle tenait un verre de champagne coûteux dans une main, mais au moment où ses yeux se sont posés sur moi, le sourire éclatant sur son visage a complètement disparu. Il a été remplacé par un regard de pure panique et d'irritation intense. Elle ne m'a pas invité à l'intérieur. Elle est juste restée là à bloquer l'entrée. J'ai souri et lui ai dit que j'avais finalement réussi à traverser la tempête. Elle a regardé par-dessus son épaule nerveusement avant de me lancer un regard noir. Elle m'a demandé ce que je faisais ici. Son ton était tranchant et complètement dépourvu de toute chaleur. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac, mais je l'ai ignoré. Je lui ai dit que j'étais là pour le dîner de fiançailles. Alia a laissé échapper un rire moqueur court. Elle a pris une gorgée de son champagne et s'est appuyée contre le cadre de la porte. Elle a dit « Nous avons eu le dîner hier. Sienna. » Elle m'a dit que Julien et ses parents avaient décidé qu'il valait mieux garder la réunion intime. Elle a regardé mes vêtements humides et ma veste froissée avec un mépris absolu. Elle a dit qu'il ne voulait que la famille proche et les personnes qui savent comment se comporter en haute société. Les mots m'ont frappé plus fort que la pluie glaciale. Famille proche. J'étais sa sœur. J'avais payé son loyer pendant les 3 dernières années. J'avais financé tout son style de vie pendant qu'elle prétendait être une entrepreneuse à succès sur les réseaux sociaux. Avant que je puisse traiter l'insulte, une autre silhouette est apparue dans l'encadrement de la porte. C'était notre mère, Brenda. Ma mère portait une robe argentée sur mesure et un collier de diamants. Quand elle m'a vu debout sous le porche, son visage s'est tordu d'agacement. Elle est passée devant Alia et a croisé les bras. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passé mon long trajet ou si j'avais faim. Elle m'a regardé comme si j'étais un livreur qui s'était trompé d'adresse. Elle m'a dit que je devais partir tout de suite. Elle a baissé la voix en un murmure dur et a dit « La famille Davenport est très riche. » Elle m'a dit que mon vibe de classe ouvrière allait ruiner les chances d'Alia. Je suis resté là sous le porche avec la pluie qui trempait ma veste et me glaçait jusqu'aux os. Pour la première fois, je les ai vues exactement pour ce qu'elles étaient. Elle ne m'aimait pas. Elle n'aimait que ce que mon compte bancaire pouvait faire pour elle. J'ai ressenti un soudain sentiment écrasant de clarté. J'ai simplement hoché la tête et souri. Je leur ai dit que je comprenais parfaitement. J'ai tourné le dos et je suis parti.
J'ai marché dans les marches en pierre et je suis ressorti sous la pluie torrentielle. J'ai entendu la lourde porte en chêne claquer derrière moi, m'enfermant dehors dans le froid glacial. J'ai rejoint ma voiture, déverrouillé la porte et me suis glissé sur le siège conducteur. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai regardé mon application bancaire. J'ai vu les limites de crédit massives que j'avais étendues à elle par loyauté familiale aveugle. Elle pensait qu'elle pouvait m'humilier et me jeter sans affronter aucune conséquence. Mais elles avaient fait un calcul fatal. Elles avaient oublié que c'était moi qui tenais toutes les ficelles. J'ai démarré le moteur de la voiture et j'ai allumé le chauffage. Le trajet de 16 heures de retour à Atlanta allait me donner largement le temps d'orchestrer leur ruine financière absolue et totale. La pluie fouettait le pare-brise de ma voiture pendant que je sortais de l'immense allée du domaine des Hantons. Les pneus ronronnaient contre l'asphalte mouillé, et à chaque mile qui passait entre moi et cette porte en chêne imposante, le lourd brouillard d'obligations familiales commençait à se lever de mon esprit. Toute ma vie, j'avais été la bête de somme de la famille. J'étais celle qui étudiait tard dans la nuit, qui travaillait 3 emplois pendant l'université, et qui avait construit une firme de gestion de patrimoine à partir de zéro. Mais aux yeux de ma mère, aucune quantité de succès ne me rendrait jamais égale à Aliyah. Aliyah était l'enfant doré. Elle était la belle, la charismatique, celle qui était destinée à la haute société. J'étais simplement la banque qui finançait sa destinée. Pendant que je naviguais sur les routes côtières sombres, mon esprit rejouait les 5 dernières années de notre dynamique familiale. Aliyah avait construit une énorme audience sur les réseaux sociaux en se présentant comme une jeune millionnaire self-made. Son feed était rempli de photos d'elle portant des vêtements de designer, séjournant dans des resorts de luxe et dînant dans des restaurants exclusifs. Ses followers louaient son acuité commerciale et son esthétique impeccable. Mais la vérité était qu'elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Chaque robe de soie, chaque vol en première classe et chaque repas coûteux avait été payé par moi. J'avais toujours justifié cela en me disant que la famille prend soin de la famille. Quand ma mère est venue me voir en pleurant il y a 2 ans en disant qu'elle avait besoin d'aide pour les dépenses de vie, je lui ai donné une carte American Express Centurion noire. Elle était censée être pour les urgences et les besoins de base, mais lentement les charges se sont transformées de courses et factures médicales en boutiques de luxe et hôtels 5 étoiles. Ma mère canalisait mon argent directement vers Aliyah pour construire son faux empire. Et puis est arrivé Julian Davenport. Julian était le prix ultime aux yeux de ma mère. C'était un homme blanc d'une famille de vieil argent dans les Hantons. Quand Aliyah a commencé à sortir avec lui, ma mère l'a traité comme des fiançailles royales. Elle me rappelait constamment qu'Aliyah élevait le nom de la famille et que je devais faire ma part pour la soutenir. Faire ma part signifiait payer le loyer du pantouse de luxe d'Aliyah pour qu'elle puisse prétendre qu'elle le possédait. Cela signifiait acheter la robe de fiançailles de $5000 qu'elle portait ce soir. Cela signifiait rester caché dans l'ombre pour que mon vibe de classe ouvrière ne ruine pas l'illusion qu'elle avait créée pour les Davenport. Elle croyait vraiment que j'étais juste une femme désespérée cherchant leur approbation. Elle pensait que je continuerais à faire couler l'argent parce que j'avais peur de perdre ma famille. Elles avaient tort. J'ai appuyé sur le bouton de commande vocale sur mon volant. Le système Bluetooth a émis un doux tintement dans la cabine silencieuse de la voiture. J'ai dit au système d'appeler mon concierge privé de patrimoine chez American Express. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix polie réponde. Le représentant m'a salué par mon nom et a demandé comment il pouvait m'assister ce soir. Ma voix était complètement stable et entièrement dépourvue d'émotion. Je lui ai dit que j'avais besoin de geler immédiatement la carte Centurion se terminant par 4821. Le représentant a fait une pause un moment et a demandé si la carte avait été perdue ou volée. J'ai regardé l'autoroute sombre s'étendant devant moi et j'ai souri. Je lui ai dit non, elle n'était pas perdue, mais je soupçonnais une activité frauduleuse et une utilisation non autorisée par le titulaire secondaire. Je lui ai demandé de refuser immédiatement toutes les transactions futures et de placer un verrouillage dur sur le compte afin qu'il ne puisse pas être contourné. Le représentant a tapé rapidement sur son clavier et en quelques secondes il a confirmé que la carte était entièrement verrouillée. Il a demandé si je voulais émettre une carte de remplacement au titulaire secondaire. Je lui ai dit absolument pas et j'ai demandé d'annuler l'accès secondaire de façon permanente. J'ai terminé l'appel et la cabine est retournée au silence. La coupure avait commencé. C'était un simple appel de 5 minutes, mais c'était l'équivalent de couper la ligne d'oxygène de leur vie de faux luxe. Elles avaient passé les 2 derniers jours à vivre dans un monde de fantaisie, à boire du champagne coûteux et à se frotter aux coudes de la haute société entièrement à mes frais.
Elle m'avait regardé de haut pendant qu'elle se tenait dans une robe que j'avais achetée avec de l'argent que j'avais gagné. La satisfaction qui m'a envahi était enivrante. Je ne ressentais pas une once de culpabilité. Je pensais à ce qui allait se passer ensuite. Je savais exactement comment Alia opérait. Elle était imprudente avec l'argent parce qu'elle n'avait jamais eu à le gagner. Les Davenport attendaient un mariage somptueux, et Alia leur avait promis l'événement du siècle. Elle dépendait complètement de cette carte noire pour payer les fournisseurs, les traiteurs et les lieux. Sans elle, elle n'était rien d'autre qu'une fraude dans une robe empruntée. Pendant que je traversais la frontière de l'État, la tempête s'est enfin calmée et le ciel a commencé à s'éclaircir. Le long trajet m'a donné des heures pour planifier méticuleusement mes prochaines étapes. Geler la carte n'était que le début. Je n'allais pas simplement arrêter de payer pour sa vie. J'allais laisser le poids de ses propres mensonges l'écraser. Julian et ses parents riches pensaient qu'ils épousaient un empire commercial réussi. Alia leur avait vendu un énorme mensonge et ma mère l'avait co-signé. Elles avaient construit une maison de cartes sur mon compte bancaire et je venais d'en retirer les fondations. J'ai monté le volume de la radio et laissé le jazz doux remplir la voiture. Mon esprit était tranchant comme un rasoir. J'ai cartographié la structure financière exacte de l'entreprise et comment je démantèlerais systématiquement toute revendication qu'elle pensait avoir sur mes actifs. J'ai pensé à l'appartement en location à Atlanta qui était à mon nom. J'ai pensé à la voiture qu'elle conduisait. J'allais tout reprendre pièce par pièce. Elle voulait que je sois une étrangère. Elle voulait que je sois complètement séparé de leur famille proche. J'ai décidé de leur accorder leurs souhaits. Elles allaient apprendre à quel point le monde réel est froid et impitoyable quand on n'a pas quelqu'un d'autre qui paie les factures. J'ai gardé ma main ferme sur le volant et j'ai conduit toute la nuit en direction de ma ville, mon entreprise et mon argent. 2 jours s'étaient écoulés depuis le trajet misérable de retour des Hamptons. C'était un mardi matin lumineux à Atlanta, et la lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle. J'étais assise derrière un immense bureau en acajou au dernier étage du bâtiment qui abritait Apex Lifestyle and Wealth Management. J'étais la PDG et fondatrice de cette firme. J'avais construit cette entreprise à partir de rien, la transformant en une agence de premier plan qui gérait les actifs d'athlètes, de fondateurs de tech et de magnats de l'immobilier. L'environnement était complètement sous mon contrôle. L'air était frais, et le faible bourdonnement de la circulation de la ville en bas fournissait un rythme régulier à ma matinée. Je portais un costume bleu marine sur mesure et prenais de longues gorgées de mon café noir tout en examinant un rapport de portefeuille trimestriel pour un nouveau client. La vie était paisible quand je ne traitais pas avec ma famille. À exactement 10h15, mon téléphone portable personnel a commencé à vibrer agressivement contre la surface en verre lisse de mon bureau. L'écran s'est allumé et a affiché le nom de ma sœur. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. J'ai pris une autre gorgée de café et l'ai laissé sonner. Il s'est arrêté puis a immédiatement recommencé à vibrer. J'ai finalement tendu la main et fait glisser mon doigt sur l'écran pour répondre à l'appel. J'ai porté le téléphone à mon oreille, mais je n'ai même pas eu la chance de dire bonjour. « Sienna, qu'est-ce qui se passe bordel ?» Alia a hurlé dans le téléphone. Sa voix tremblait d'un mélange de rage absolue et de pure panique. Le son était si fort que j'ai dû éloigner le téléphone d'1 pouce de mon oreille. Je pouvais entendre l'écho frénétique de ses pas et les murmures étouffés d'autres personnes en arrière-plan. On aurait dit qu'elle se cachait dans une cabine de toilette. Je me suis adossé dans mon fauteuil de direction en cuir et j'ai posé ma tasse de café sur un dessous de verre en marbre. Je lui ai demandé calmement de quoi elle parlait. Elle hyperventilait. Elle m'a dit qu'elle se trouvait actuellement dans le grand hall du Glass Pavilion. Le Glass Pavilion était le lieu d'événement le plus exclusif et outrageusement cher de l'État de New York. C'était un chef-d'œuvre architectural époustouflant avec des murs transparents suspendus au-dessus d'un lac privé. C'était un endroit où les célébrités et les vrais milliardaires se mariaient. Elle a dit qu'elle était là avec Julian et sa mère pour finaliser la réservation pour le mariage. Elle avait marché avec confiance vers le directeur de l'événement et avait remis la carte Centurion noire pour couvrir le dépôt de $150 000, mais la machine à carte a clignoté en rouge. Le paiement a été refusé. Elle m'a dit que le directeur de l'événement a souri poliment et a essayé de la passer une deuxième fois. Refusé à nouveau. Il a ensuite essayé de taper manuellement le numéro de carte à 16 chiffres dans le système pendant que Julian et sa mère regardaient à quelques mètres. Refusé une troisième fois.
La voix d'Alia s'est brisée pendant qu'elle décrivait l'humiliation écrasante de se tenir devant la riche famille Davenport pendant qu'un morceau de plastique rejetait bruyamment sa demande. Elle s'était excusée pour aller aux toilettes, prétendant avoir besoin de passer un appel rapide à son assistant bancaire pour régler une alerte de fraude de routine. Elle m'a demandé pourquoi la banque avait coupé son accès. Elle m'a ordonné d'appeler immédiatement mon gestionnaire de patrimoine et de corriger l'erreur avant que Julien ne réalise ce qui se passait. Elle a dit qu'elle avait besoin que le blocage soit levé tout de suite parce qu'elle ne pouvait pas retourner dans ce hall les mains vides. J'ai écouté sa respiration frénétique pendant un long moment. Le silence s'est étiré à travers la ligne téléphonique. J'ai regardé par la fenêtre les rues animées d'Atlanta en bas. Mon pouls était complètement stable. Il n'y avait absolument aucune colère dans ma voix, juste une vérité froide et inflexible. Je lui ai dit que ce n'était pas une erreur de banque. Je lui ai dit que c'était moi qui avais annulé la carte. Il y a eu un silence mortel à l'autre bout de la ligne. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Et puis l'explosion est venue. Elle m'a demandé si j'étais complètement folle. Elle m'a demandé comment je pouvais lui faire ça le jour le plus important de sa vie. Elle a hurlé que Julien allait penser qu'elle était fauchée. Elle a dit que la famille Davenport annulerait le mariage immédiatement si elle ne pouvait pas réserver le Glass Pavilion. Elle m'a ordonné de rallumer la carte tout de suite ou elle ferait venir notre mère à Atlanta pour détruire ma vie. J'ai laissé finir toute sa crise de colère. J'ai écouté chaque menace et chaque insulte. Quand elle a finalement manqué de souffle, je me suis penché en avant et j'ai parlé directement dans le téléphone. Je lui ai dit que la carte Centurion était une extension de ma richesse personnelle. Je lui ai rappelé la conversation que nous avions eue sous le porche du domaine des Hantons juste 2 nuits plus tôt pendant que je me tenais sous la pluie glaciale. J'ai répété ses propres mots lentement et délibérément pour qu'elle absorbe chaque syllabe. J'ai dit, tu m'as dit que le dîner de fiançailles était seulement pour la famille proche. Tu m'as dit que j'étais une étrangère qui ne savait pas comment se comporter en haute société. Toi et mère avez été très clairs que mon vibe de classe ouvrière était une honte pour la famille Davenport. J'ai fait une pause d'1 seconde pour laisser le souvenir la submerger. Je lui ai dit que cela n'avait tout simplement pas de sens pour une étrangère de financer un mariage de haute société. Je lui ai dit que la carte était maintenant seulement pour la famille proche. Alia a laissé échapper un son qui était à moitié un halètement et à moitié un sanglot. La réalité de la situation finissait enfin par percer ses illusions. Elle a commencé à supplier et à menacer en même temps. Elle a dit que j'étais juste une femme jalouse et amère. Elle a dit que j'essayais de ruiner son bonheur parce qu'aucun homme riche comme Julien ne regarderait 2 fois quelqu'un comme moi. Elle m'a dit d'arrêter d'être mesquine et d'autoriser le paiement tout de suite parce que sa future belle-mère attendait dans le hall en la jugeant. Elle a dit que si je ne corrigeais pas cela, elle dirait à tout le monde que j'étais juste une employée de bas niveau qui volait de l'argent de ses comptes d'entreprise. J'ai souri devant l'audace pure de ces menaces vides. Elle avait vécu à l'intérieur de ses propres mensonges si longtemps qu'elle croyait vraiment avoir du pouvoir sur moi. Elle croyait encore qu'elle était la PDG de mon entreprise aux yeux de son monde faux. Je lui ai dit qu'elle était plus que bienvenue de dire aux Davenport ce qu'elle voulait. Je lui ai suggéré que puisque la famille Davenport était si incroyablement riche et traditionnelle, elle devrait juste retourner dans le hall et demander à Julien de payer les 150 000 $. Je lui ai dit que c'était l'occasion parfaite pour son fiancé de classe supérieure de se manifester et de subvenir aux besoins de sa mariée. Je lui ai souhaité bonne chance pour la planification du mariage. J'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse hurler un autre mot. J'ai posé le téléphone face contre le bois d'acajou poli. Le flux vital financier était coupé et la panique avait officiellement commencé. Mon téléphone est resté silencieux sur le bureau pendant exactement 45 secondes avant de recommencer à vibrer. L'écran a affiché le nom de ma sœur, mais cette fois je savais que ce n'était pas elle qui tenait l'appareil. J'ai laissé sonner jusqu'à la dernière seconde avant de faire glisser mon doigt sur le verre et de le porter à mon oreille. Écoute-moi très attentivement, petite gratte-papier. La voix à l'autre bout était masculine. Elle était profonde et dégoulinait du genre d'arrogance imméritée qui ne vient que d'une vie entière de privilèges extrêmes. C'était Julien Davenport. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai écouté. Je ne sais pas quel genre de rivalité fraternelle tu penses te donner le droit de jouer avec les fonds de l'entreprise. Julien a continué sur un ton tranchant et condescendant. Mais laisse-moi te rappeler ta place, Sienna. Tu es une employée. Alia est la directrice générale d'Apex Lifestyle and Wealth Management. Elle est ta patronne.
Elle est la propriétaire de l'entreprise qui met la nourriture sur ta table. Les mots ont flotté dans l'air de mon bureau silencieux. Soudain, chaque commentaire étrange du dîner de fiançailles a pris tout son sens. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Alia n'avait pas seulement exagéré son revenu. Elle avait entièrement volé mon identité professionnelle. Elle avait regardé Julian et ses parents riches dans les yeux et leur avait dit qu'elle était la brillante fondatrice self-made de ma firme de gestion de patrimoine. Elle m'avait réduite, la vraie PDG et fondatrice, à une simple assistante financière qu'elle gardait sur la paie par pitié. J'ai pris une lente inspiration, laissant l'ampleur de son mensonge me submerger. « Tu m'écoutes » Julian a aboyé, sa patience s'amenuisant. Ma mère se tient dans le hall du Glace Pavilion en ce moment même, regardant ma fiancée pleurer parce que sa sœur incompétente a oublié de déposer les documents d'autorisation appropriés auprès de la banque. C'est profondément embarrassant pour la famille Davenport. Nous ne faisons pas les affaires de cette façon. Il parlait avec la certitude absolue d'un homme qui croyait que le monde existait uniquement pour le servir. Il s'appuyait lourdement sur sa fausse persona de vieil argent, utilisant des phrases comme « autorisation appropriée » et « faire les affaires », comme s'il concluait une fusion d'entreprises massive au lieu de faire une crise pour une carte de crédit refusée. Je suis restée complètement silencieuse, laissant sa frustration grandir. Mon silence l'a rendue encore plus en colère. « Laisse-moi te rendre cela très clair, Sienna », a-t-il dit, sa voix descendant à un murmure menaçant. « Je sais qu'Alia t'a embauché parce que ta mère l'a supplié de te donner un emploi. Je sais que tu as une puce sur l'épaule parce que ta petite sœur est plus réussie que toi. Mais si tu n'appelles pas American Express tout de suite et n'autorises pas la charge de 150 000 $, je m'assurerai personnellement que tu sois licencié avant la fin de la journée de travail. » Il pensait vraiment m'intimider. Il pensait que son privilège blanc et son nom de famille étaient suffisants pour intimider une femme noire de classe ouvrière pour qu'elle se soumette. Il pensait que j'étais terrifié à l'idée de perdre mon maigre salaire. J'aurais mes avocats familiaux contacter le conseil d'administration. Julian a menacé aveuglément, ignorant que j'étais la seule propriétaire et qu'il n'y avait pas de conseil d'administration. Tu seras blacklisté dans le secteur financier à Atlanta. Tu retourneras travailler dans le commerce de détail avant même que le mariage n'ait lieu. Alors, va dans le système, débloque le compte et fais ton travail. L'audace pure de ces exigences était presque comique. Julian Davenport, un homme qui était soi-disant assis sur une fortune familiale massive, intimidait actuellement l'assistante supposée de sa fiancée pour payer le lieu de son propre mariage. Si sa famille était si incroyablement riche, pourquoi paniquait-il autant pour une carte de crédit refusée? Un homme vraiment riche aurait simplement tendu sa propre carte au directeur de l'événement et aurait géré le dépôt lui-même pour épargner l'embarras à sa mariée. Mais Julian ne l'a pas fait. Il a arraché le téléphone pour me menacer à la place. C'était le moment où une petite graine de doute s'est plantée dans mon esprit. Quelque chose dans le désespoir agressif de Julian ne correspondait pas à la persona d'héritier milliardaire qu'il projetait. J'ai finalement parlé. Ma voix était douce et complètement dépourvue de la peur qu'il s'attendait à entendre. « Je t'entends, Julian » ai-je dit doucement. « Bien » a-t-il claqué. « Répare ça. » Je ne lui ai pas dit la vérité. Je n'ai pas hurlé que j'étais la PDG. Je ne lui ai pas dit qu'Alia était une fraude qui ne possédait pas une seule action de mon entreprise. Le corriger aurait mis fin au jeu trop tôt. Cela leur aurait donné le temps de faire des dégâts contrôlés. Je voulais qu'elles se sentent en sécurité. Je voulais qu'elles continuent à construire leur énorme maison de cartes pour que le crash soit absolu. Je m'assurerai que les comptes soient traités exactement comme ils le méritent. Julian, ai-je répondu. Mes mots soigneusement choisis. Dis à Alia. J'espère qu'elle obtient exactement ce qu'elle vaut. Avant qu'il ne puisse demander une clarification, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton rouge pour raccrocher. J'ai jeté le téléphone sur le bureau et me suis adossé dans mon fauteuil en cuir. Alia lui avait vendu un énorme mensonge et Julian était assez arrogant pour y croire. Ils étaient un couple parfait. Deux personnes toxiques prétendant être de la royauté. Mais Alia avait fait une erreur fatale en lui donnant le nom de mon entreprise. Elle avait apporté Apex dans sa toile de mensonges et personne ne touche à mon entreprise. Je me suis tourné vers mes moniteurs d'ordinateur et j'ai réveillé les écrans. Le flux vital financier était coupé, mais maintenant il était temps de passer à l'offensive. J'avais besoin de savoir exactement qui était Julian Davenport.
J'avais besoin de savoir pourquoi un héritier de vieil argent des hantons transpirait pour un dépôt de lieu. J'ai ouvert mon réseau de messagerie sécurisée d'entreprise et j'ai commencé à taper un message au chef de mon équipe d'intelligence financière et d'enquête privée. J'ai dit à mon enquêteur principal que j'avais besoin d'une vérification complète des antécédents sur toute la famille Davenport. Je voulais leur historique de crédit, leurs biens immobiliers, leur portefeuille d'affaires et leurs dossiers fiscaux. Travailler dans la gestion de patrimoine de haut niveau signifiait que j'avais accès aux meilleurs comptables judiciaires et enquêteurs privés du pays. Nous vérifions habituellement les acquisitions de plusieurs millions de dollars et examinions les partenaires potentiels pour nos clients d'élite. Creuser l'empreinte financière d'un homme arrogant et de ses parents à New York prendrait à mon équipe moins de 48 heures. J'ai appuyé sur envoyer sur l'email et je l'ai regardé disparaître dans le cyberespace. Ma sœur pensait qu'elle était si intelligente. Elle pensait qu'elle pouvait utiliser mon argent pour acheter son entrée dans une famille puissante et me laisser derrière dans la poussière. Mais elle jouait aux dames pendant que je jouais aux échecs. Elle m'avait donné l'arme exacte dont j'avais besoin pour la détruire. En mentant au Davenport sur la propriété de mon entreprise, elle avait commis une fraude massive. Et Julien en me menaçant avait montré ses vraies couleurs. J'ai pris ma tasse de café et j'ai pris une longue et lente gorgée. Le café était froid, mais je m'en fichais. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline parcourant mes veines. La panique au Glace Pavilion n'était qu'un petit avant-goût de ce qui allait venir. Elle m'avait enfermé dehors sous la pluie glaciale, mais j'allais les enfermer dehors de toute leur fausse réalité. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre mercredi. J'étais au milieu d'un appel conférence sécurisé avec un client à Tokyo quand une agitation soudaine à l'extérieur de mon bureau a attiré mon attention. À travers les murs en verre insonorisés, j'ai vu mon assistante de direction se lever de son bureau, essayant frénétiquement de bloquer le chemin d'une femme qui marchait dans le couloir. La femme portait un chapeau à large bord et un sac de designer que j'avais payé. C'était ma mère. Elle avait réellement volé jusqu'à Atlanta depuis New York juste pour m'embusquer dans ma propre entreprise. Avant que mon assistante ne puisse appeler des renforts, la lourde porte en verre de mon bureau exécutif a été violemment poussée. Ma mère a fait irruption, le visage tordu dans un masque de fureur absolue. Elle ne se souciait pas d'interrompre un environnement professionnel. Elle ne se souciait pas que plusieurs de mes employés de haut niveau regardaient à travers le verre en état de choc. Elle ne se souciait que d'une chose, protéger la fausse réalité de son enfant doré. J'ai poliment dit à mon client que j'avais besoin de mettre l'appel en pause et j'ai retiré mon casque. Ma mère a marché droit vers mon bureau en acajou et a claqué ses mains fort sur le bois poli. Elle s'est penchée et m'a hurlé dessus, me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Elle a dit que j'avais profondément humilié notre famille devant les Davenport et qu'Elia avait passé toute la nuit à pleurer dans sa chambre d'hôtel parce que le lieu avait annulé sa réservation. Je suis juste restée assise dans mon fauteuil en cuir à regarder la femme qui m'avait donné naissance. Je ne voyais aucune chaleur maternelle dans ses yeux. Je ne voyais qu'une panique désespérée que le ticket de sa fille vers la haute société était en train de lui échapper. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Je lui ai demandé si elle avait apprécié son vol jusqu'ici à mes frais puisqu'elle avait sans doute utilisé mes miles de fidélité pour réserver le billet de dernière minute en première classe. Cette simple question l'a poussée à bout. Elle a plongé la main dans son sac de designer coûteux et en a sorti une épaisse pile de documents légaux. Elle les a jetés agressivement sur mon bureau, éparpillant les papiers blancs craquant sur tout mon clavier. Elle m'a dit d'arrêter d'agir comme une petite maligne. Elle a pointé un doigt tremblant vers les documents et a exigé que je les regarde. Elle m'a dit que c'était une libération inconditionnelle de fonds fiduciaires. Elle a dit qu'elle était restée debout toute la nuit à payer un avocat louche un tarif premium pour le rédiger. Le document était conçu pour transférer légalement 2 millions de dollars de mes actifs corporatifs personnels dans un trust irrévocable qui serait entièrement contrôlé par Alia. Ma mère s'est redressée et a essayé d'utiliser la seule arme qu'elle avait toujours utilisée pour me contrôler, son autorité en tant que parent. Elle m'a dit que je devais cet argent à ma sœur. Elle a dit, j'avais été béni d'un cerveau froid et calculateur pour les affaires, tandis que tu avais une âme douce et créative qui avait besoin d'être nourrie. Elle a dit, c'était mon devoir en tant que sœur aînée de pourvoir à la famille et d'assurer qu'Alia puisse se marier dans la dynastie Davenport sans aucun autre accroc financier embarrassant. Elle s'est penchée plus près et a baissé la voix en un murmure vicieux. Elle a dit que si je ne signais pas ces papiers tout de suite, elle me renierait publiquement. Elle a menacé de dire à toute notre famille élargie et à notre communauté d'église que j'étais une femme avide et sans cœur qui essayait de saboter le mariage de sa propre sœur par pure jalousie.
Elle pensait que la menace d'être chassée de la famille me briserait parce que cela avait toujours fonctionné quand j'étais enfant. J'ai pris la feuille du dessus et j'ai scanné le jargon légal ridicule. C'était une tentative pathétique et désespérée d'extorsion corporative. J'ai levé les yeux vers elle et lui et demandé si elle pensait vraiment que j'étais assez stupide pour signer 2 millions de dollars juste parce qu'elle faisait une crise dans mon bureau. Je lui ai dit que la banque était fermée de façon permanente et que le distributeur automatique familial était officiellement hors service. Son visage est devenu d'un rouge profond. Elle a complètement perdu le contrôle de ses sens. Elle a levé sa main droite haut dans les airs et l'a abattue de toutes ses forces, visant une gifle vicieuse directement sur mon visage. Je n'ai même pas bronché. J'ai simplement reculé mon fauteuil, laissant sa main fendre l'air vide à quelques centimètres de mon nez. L'élan agressif l'a déséquilibrée et elle a trébuché en avant, heurtant sa hanche fort contre le bord du lourd bureau. Avant qu'elle ne puisse retrouver son équilibre, j'ai tendu la main et appuyé sur le bouton argenté de l'interphone de mon bureau. Ma voix était glaciale et stable pendant qu'elle résonnait à travers les haut-parleurs du bureau extérieur. J'ai dit à l'accueil d'envoyer immédiatement 2 gardes de sécurité à la suite exécutive pour retirer une intruse hostile. Ma mère a halté de pur choc. Elle a attrapé le bord du bureau pour se stabiliser. Elle ne pouvait pas croire que je venais d'appeler la sécurité sur ma propre chair et mon sang. Elle a commencé à hurler que j'étais un monstre et une enfant ingrate qui allait brûler en enfer pour manquer de respect à sa mère. En quelques secondes, 2 grands gardes de sécurité en costume professionnel sombre sont entrés dans mon bureau. Ils ont évalué la situation instantanément et ont poliment mais fermement attrapé ma mère par les bras. Elle s'est débattue contre eux, donnant des coups de pied avec ses talons coûteux et hurlant des malédictions sauvages contre moi. Elle a hurlé que je n'étais rien sans elle et que Julien allait engager de vrais avocats pour détruire ma petite entreprise. Elle a crié qu'il prendrait tout ce que je possédais et le donnerait à Alia. Je suis juste restée assise là et je l'ai regardée dans un silence complet pendant que les gardes la traînaient hors de mon bureau. Elle s'est battue contre tout le long du couloir en verre, ses hurlements résonnant contre les murs corporatifs pour que tout mon personnel les entende. Ils l'ont forcée dans l'ascenseur et les portes en acier inoxydable se sont enfin refermées, coupant ses menaces frénétiques. Mon assistante de direction est entrée timidement dans mon bureau et a demandé si elle devait appeler la police. J'ai regardé les absurdes papiers de libération de fonds fiduciaires encore éparpillés sur mon clavier. J'ai calmement balayé toute la pile dans la poubelle à côté de mes pieds. J'ai dit à mon assistante que j'allais parfaitement bien et qu'elle pouvait retourner à son bureau. J'ai remis mon casque et j'ai repris mon appel avec Tokyo. La mère qui m'avait élevé pour être une pierre de marche jetable était officiellement partie. Elle avait essayé d'utiliser la force pour prendre mon empire, mais tout ce qu'elle avait fait était de me donner la poussée finale dont j'avais besoin pour détruire le sien. J'ai terminé l'appel conférence avec Tokyo avec exactement le même ton professionnel que j'utilisais toujours. Mon client n'a jamais soupçonné que moins de 5 minutes plus tôt, ma propre mère avait essayé de m'agresser physiquement dans mon bureau. Quand l'écran est finalement devenu noir, j'ai retiré mon casque et l'ai posé doucement sur le bureau. La pièce était entièrement silencieuse à nouveau, mais les échos des hurlements vicieux de ma mère persistaient encore dans l'air. Ma mère m'appelant un monstre. Ma mère exigeant que je lui remette 2 millions de dollars pour sécuriser l'avenir de ma sœur. J'ai fermé les yeux et laissé ma tête reposer contre le haut dossier de mon fauteuil en cuir. La menace physique ne m'a pas effrayé, mais le pur sentiment d'entitlement dans sa voix a déverrouillé une porte dans ma mémoire que j'avais gardée fermée à clé pendant 14 ans. J'avais à nouveau 18 ans. J'étais debout au comptoir d'une succursale bancaire locale serrant un bordereau de dépôt froissé dans ma main. L'odeur de graisse et de café fort du dîner s'accrochait encore à mon uniforme. Je venais de terminer un double service, et mes pieds me faisaient mal, mais j'étais incroyablement heureuse. J'étais prête à déposer mes pourboires en espèces sur mon compte d'épargne pour l'université. J'avais passé 4 ans à frotter des sols, à prendre des services supplémentaires et à manquer chaque balle du lycée juste pour économiser assez d'argent pour payer ma première année dans une université d'État. J'ai tendu à la caissière mon numéro de compte et demandé un relevé de solde. Quand la caissière m'a remis le reçu imprimé, mon cœur s'est complètement arrêté. J'ai pensé qu'il y avait une erreur d'impression. Le solde était 0. La caissière m'a regardé avec pitié dans les yeux et m'a dit que le titulaire de compte joint avait retiré tout le solde en un seul chèque de banque 2 jours plus tôt. Je me souviens avoir couru tout le chemin jusqu'à la maison dans la chaleur étouffante d'Atlanta. Ma poitrine haletait et la panique m'étouffait. Quand j'ai fait irruption par la porte d'entrée, mes poumons brûlaient et mes yeux remplis de larmes. Je n'ai pas trouvé ma mère en panique.
J'ai pensé qu'il y avait peut-être une urgence médicale ou une dette soudaine. Au lieu de cela, je l'ai trouvée debout dans l'allée avec ses bras serrés autour d'Alia. Garée juste devant elle se trouvait une berline de luxe toute neuve avec un énorme ruban rouge sur le capot. Alia sautait de haut en bas, hurlant de joie en tenant un jeu de clés brillantes. Je me suis approché de ma mère et j'ai tendu le reçu bancaire. Mes mains tremblaient violemment. Je lui ai demandé où était mon argent. Elle n'avait même pas l'air coupable. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a regardé avec exactement la même expression d'agacement qu'elle portait aujourd'hui dans mon bureau. Elle a soupiré et ajusté son cardigan comme si j'interrompais un beau moment. Elle m'a dit qu'elle avait dû retirer les fonds parce qu'Alia commençait sa 3e année dans une école privée d'élite. Elle a dit qu'Alia avait absolument besoin d'une voiture fiable et coûteuse pour s'intégrer avec ses nouveaux camarades de classe riches afin de ne pas être intimidée. Je suis resté là paralysé. Je lui ai dit que cet argent était pour mes frais de scolarité universitaire. Je lui ai dit que j'en avais besoin pour commencer les cours dans exactement 2 semaines. Ma mère a juste levé les yeux au ciel et s'est retournée pour admirer la peinture brillante de la voiture. Elle m'a dit que j'étais intelligente et capable. Elle a dit que je pouvais facilement trouver une solution et prendre des prêts étudiants comme tout le monde. Elle a dit qu'Alia était délicate et avait besoin du soutien familial plus que moi parce qu'elle était destinée à la haute société. Je me souviens être resté dans cette allée chaude en réalisant pour la toute première fois que mon sang, ma sueur et mes larmes n'étaient rien d'autre qu'un fonds de secours pour la vanité de ma sœur. Je n'étais pas une fille pour elle. J'étais juste une ressource à exploiter. J'ai ouvert les yeux et l'amer souvenir s'est estompé dans l'ombre de mon bureau en verre impeccable. Je n'étais plus cette fille de 18 ans impuissante debout dans une allée avec un compte bancaire vide et un cœur brisé. J'étais une millionnaire self-made de 32 ans assise dans une tour corporative que j'avais construite de mes propres mains. Je n'ai pas versé une seule larme aujourd'hui. La trahison ne m'a pas brisé tout comme elle ne m'avait pas brisé il y a 14 ans. Elle n'avait fait que forger ma colonne vertébrale en acier massif. Ma mère pensait qu'elle pouvait faire irruption dans ma vie et m'intimider pour me soumettre parce qu'elle me voyait encore comme cette adolescente calme qui avalerait sa douleur et trouverait une solution. Elle pensait que la dynamique n'avait jamais changé. Elle pensait que le bouc émissaire s'inclinerait toujours devant l'enfant doré. J'ai tendu la main vers le bouton de l'interphone sur mon bureau et j'ai appuyé dessus. Mon assistante a répondu immédiatement, sa voix encore légèrement secouée par l'agitation précédente avec la sécurité. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle contacte immédiatement notre avocat général. Je lui ai demandé de réunir les 3 meilleurs litigateurs corporatifs agressifs que nous avions en rétention et de les assembler dans la salle de conférence principale à 14 heures. Mon assistante a fait une pause d'1 seconde avant de confirmer l'ordre. Elle savait que quand j'appelais cette équipe légale spécifique, cela signifiait que quelqu'un allait être complètement détruit devant un tribunal. Je lui ai dit de sortir tous les dossiers financiers reliant mes comptes corporatifs personnels à ma mère et ma sœur sur les 5 dernières années. Je voulais chaque virement, chaque relevé de carte de crédit et chaque faux paiement de loyer imprimé et relié dans des dossiers individuels. Je me suis levé de mon bureau et je suis allé à la fenêtre du sol au plafond donnant sur la skyline étendue d'Atlanta. La famille Davenport pensait qu'elle traitait avec une petite employée effrayée qui avait volé à sa patronne. Julian pensait qu'il pouvait utiliser son influence de faux vieil argent pour essayer de m'enterrer avec des menaces légales. Ma mère pensait qu'elle pouvait utiliser le chantage émotionnel pour me forcer à signer ma richesse. Elles marchaient toutes aveuglément vers une guerre brutale qu'elles ne pouvaient absolument pas gagner. J'ai lissé les plis de ma veste de costume bleu marine sur mesure. Les jours d'être le bouc émissaire familial étaient officiellement terminés. Je n'allais plus me cacher dans l'ombre. Je n'allais pas simplement les couper et les laisser s'estomper tranquillement. Elles voulaient jouer avec des contrats, des avocats et des règles de haute société. J'allais leur donner exactement ce qu'elles avaient demandé, mais j'allais jouer au jeu selon mes règles. Je suis sorti de mon bureau et me suis dirigé vers la salle de conférence. L'équipe légale attendait, et il était temps de préparer le champ de bataille. Les lourdes portes en verre de la salle de conférence principale se sont ouvertes silencieusement pendant que j'entrais. Mes 3 litigateurs corporatifs seniors étaient déjà assis autour de la longue table en granit poli. C'étaient les esprits juridiques les plus tranchants d'Atlanta, et ils étaient payés grassement pour protéger mon empire. Mon assistante avait déjà placé les épais classeurs d'historique financier à chaque siège. Avant que je ne puisse même m'asseoir et commencer le briefing, mon assistante a frappé doucement sur le verre et est entrée dans la pièce. Elle tenait une épaisse enveloppe couleur crème qui venait d'être livrée par un coursier privé.
Elle a dit qu'elle était marquée urgente et hautement confidentielle. J'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte avec un ouvre-lettre en argent. J'en ai sorti une épaisse pile de papier de haute qualité filigranée. L'entête appartenait à un cabinet d'avocats boutique situé dans un code postal riche de New York. C'était un ordre de cessation et d'abstention formelle dirigé contre moi. L'expéditeur était listé comme Julian Davenport et ses parents agissant en tant qu'avocats légaux pour Aaliyah. Je me suis tenu à la tête de la table et j'ai commencé à lire la lettre à voix haute à mon équipe légale. Le document était un chef-d'œuvre d'arrogance imméritée. Le langage était incroyablement condescendant, clairement écrit par quelqu'un qui supposait que j'étais juste une assistante administrative rebelle qui ne comprenait pas le droit corporatif de base. La lettre accusait formellement que j'avais détourné des actifs de l'entreprise et restreint illégalement l'accès de la directrice générale légitime à ses fonds personnels et corporatifs. Elle exigeait que je restaure immédiatement tous les privilèges de carte de crédit à Aaliyah et transfère une somme de $500 000 au trust familial Davenport comme preuve de bonne foi et compensation pour la détresse émotionnelle. La lettre se terminait par une menace flagrante. Elle indiquait que si je ne me conformais pas dans les 24 heures, la famille Davenport utiliserait ses ressources étendues et ses connexions puissantes pour porter des accusations criminelles contre moi. Elle promettait de s'assurer que je purgerais du temps en prison fédérale pour fraude électronique et vol corporatif. Elle croyait honnêtement qu'en lâchant quelques termes légaux lourds, elle terrifierait une femme noire pour qu'elle rende ses économies de toute une vie. Elle pensait que leur privilège blanc était une baguette magique qui pouvait instantanément effacer ma réalité. Quand j'ai fini de lire le dernier paragraphe, un silence profond est tombé sur la salle de conférence. Et puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire profond et sincère qui résonnait contre les murs en verre. En quelques secondes, mes 3 litigateurs seniors ont rejoint. La pièce s'est remplie du son d'avocats de haut niveau riant de l'absurdité pure du document. Le chef de mon équipe légale, un homme brillant qui avait fait tomber d'énormes compagnies pharmaceutiques, a essuyé une larme de ses yeux. Il m'a demandé s'il venait vraiment de menacer la seule propriétaire d'Apex Lifestyle and Wealth Management avec un vol corporatif de sa propre entreprise. J'ai hoché la tête et jeté les papiers couleur crème au centre de la table en granit. Mon avocat principal s'est penché en avant et a dit qu'il pouvait rédiger une réponse en 10 minutes qui ferait supplier ce cabinet d'avocats de New York pour la miséricorde. Il a dit, nous pourrions facilement prouver la propriété et contre-attaquer les Davenport pour harcèlement et tentative d'extorsion. C'était le protocole légal standard pour écraser une nuisance comme celle-ci immédiatement. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne voulais pas une réponse légale standard. Une réponse standard mettrait fin au jeu trop vite. Cela les informerait simplement que j'étais la vraie propriétaire, et elles se retireraient et se cacheraient derrière leur richesse supposée. Je ne voulais pas seulement défendre mon territoire. Je voulais saler la terre pour que rien de ce qu'elle plante ne pousse à nouveau. J'ai regardé la lettre sur la table et j'ai penché la tête. J'ai indiqué un détail très crucial à mon équipe. Je leur ai dit de regarder à nouveau l'entête. Le cabinet d'avocats qui avait envoyé cela était une petite agence boutique qui traitait principalement des litiges immobiliers mineurs. Ce n'était pas une firme de litige corporatif de puissance. Si la famille Davenport était vraiment aussi riche et puissante qu'elle le prétendait, elles auraient des avocats d'élite en rétention comme moi. Elles n'utiliseraient pas un avocat de centre commercial pour envoyer une lettre de cessation et d'abstention mal recherchée à une institution financière majeure. De plus, la demande de verser un demi-million de dollars directement dans leur trust familial comme compensation était complètement bizarre. Les gens riches n'extorquent pas des employés pour des injections rapides de cash. Les gens désespérés le font. J'ai dit à mon équipe légale de ne pas envoyer de réponse aux avocats de New York. Je leur ai demandé de laisser le délai de 24 heures expirer dans un silence absolu. Je voulais que la famille Davenport transpire. Je voulais qu'elles restent assises dans leur domaine des hantons et se demandent pourquoi leur terrifiante menace légale était rencontrée par une indifférence totale. Au lieu de les combattre dans une salle d'audience, j'ai choisi d'attaquer la racine de leur arrogance. Toute la fondation de leur pouvoir reposait sur l'illusion de leur fortune de vieil argent. Aaliyah était attirée par Julian à cause de sa richesse supposée. Et Julian était attiré par Aaliyah à cause du faux empire qu'elle avait construit avec mon argent. C'était un écosystème fragile de mensonges. J'ai appuyé sur le bouton du téléphone de la salle de conférence et j'ai appelé mon unité d'intelligence financière. Mon enquêteur principal a répondu à la première sonnerie. Je lui ai demandé un état des lieux sur la vérification des antécédents que j'avais demandé plus tôt concernant la famille Davenport.
Il m'a dit qu'il tirait déjà les dossiers fiscaux publics et creusait dans les sociétés écrans connectées au père de Julien. Il a dit qu'il trouvait des incohérences très intéressantes et m'a promis un dossier complet sur mon bureau le lendemain matin. J'ai terminé l'appel et regardé mon équipe légale. Je leur ai dit que nous n'allions pas nous arrêter à prouver ma propriété d'Apex. Je leur ai dit que nous allions complètement démanteler le nom de famille Davenport. Elle s'était invitée dans mes affaires et avait menacé ma liberté simplement parce qu'elle pensait être intrinsèquement meilleure que moi. Elle pensait que la loi était une arme conçue exclusivement pour elle pour l'utiliser contre des gens comme moi. J'allais leur enseigner une leçon dévastatrice sur ce à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Le piège était posé, et j'étais parfaitement contente d'attendre le matin pour voir exactement quel genre de rat nous avions attrapé. Le lendemain matin est arrivé avec un ciel gris lourd et couvert qui reflétait mon humeur froide et calculée. Je suis entré dans le hall d'Apex Lifestyle and Wealth Management exactement à 7 heures. Le bâtiment était presque vide, mais mon unité d'intelligence financière bourdonnait déjà d'activité à l'étage sécurisé inférieur. J'ai contourné ma suite exécutive entièrement et j'ai pris l'ascenseur privé directement jusqu'au département d'intelligence. Quand les portes métalliques se sont ouvertes, je suis entré dans une pièce remplie de moniteurs lumineux et du doux bourdonnement de serveurs haute puissance. C'était le vrai cœur de mon empire. Gérer la richesse pour l'élite nécessitait plus que simplement choisir de bonnes actions. Cela nécessitait de connaître chaque secret sombre, chaque dette cachée et chaque société écran offshore que nos clients et leurs rivaux possédaient. Je payais grassement mon enquêteur principal parce qu'il était un ancien comptable judiciaire pour le gouvernement fédéral, et il savait exactement comment traquer les fantômes à travers le système financier mondial. Il était assis à son grand bureau courbé, se frottant les yeux fatigués quand je suis arrivé. L'écran devant lui était rempli de lignes de données financières brutes en cascade. J'ai tiré une chaise et me suis assise à côté de lui en demandant ce qu'il avait trouvé jusqu'à présent. Il a pris une gorgée de son café noir et m'a regardé avec une expression perplexe. Il a dit, « Si, tu m'as demandé de regarder une famille de vieil argent, mais les données que je tire n'ont aucun sens du tout. » Il a commencé à afficher différents écrans montrant les dossiers publics et privés de la famille Davenport. Il a commencé par les bases. Julien Davenport et ses parents possédaient soi-disant un domaine étendu dans les Hamptons, plusieurs véhicules de luxe, et prétendaient avoir un énorme fonds fiduciaire générationnel. Mais quand mon enquêteur a creusé au-delà de la surface brillante, les fondations étaient complètement pourries. Il a pointé un graphique montrant leur utilisation de crédit sur les 5 dernières années. Il a expliqué que les gens vraiment riches utilisent le crédit comme un outil pour tirer parti de leurs actifs, mais les Davenport l'utilisaient comme un système de maintien en vie. Ils maximisaient des prêts à taux d'intérêt élevés juste pour payer les soldes minimums sur d'autres prêts. C'était un classique jeu de coquilles. Je me suis penché plus près de l'écran, mes yeux scannant les rangées infinies de nombres rouges. Je lui ai demandé pour le domaine des Hamptons que ma sœur avait visité. Mon enquêteur a affiché l'acte de propriété et les dossiers bancaires subséquents attachés. Il a dit que la maison était dans un trust, mais que le trust avait été complètement vidé il y a 3 ans. Elles avaient pris un énorme prêt hypothécaire inversé sur la propriété. La banque était actuellement dans les étapes finales de la saisie. Les Davenport étaient littéralement à quelques semaines d'être expulsés de leur propre maison ancestrale. Les pièces du puzzle commençaient enfin à se connecter dans mon esprit. C'était pourquoi Julien était si incroyablement désespéré. C'était pourquoi il m'avait menacé de me faire licencier pour une carte de crédit refusée. Un homme avec une vraie richesse aurait simplement ri du problème de dépôt de lieu et aurait payé les 150 000 $ de sa propre poche. Mais Julien ne pouvait pas le payer parce que Julien ne l'avait pas. Il était complètement fauché. Je lui ai demandé d'afficher les comptes bancaires personnels de Julien. L'écran a clignoté et a affiché un solde de compte courant qui m'a fait laisser échapper un rire doux. Julien Davenport, l'homme qui m'avait verbalement abusé et menacé de me blackbouler dans l'industrie financière, avait exactement 412 $ sur son compte courant. Ses cartes de crédit étaient entièrement maximisées, et il avait plusieurs agences de recouvrement activement à sa poursuite pour des baux de voitures de luxe impayés. Je me suis adossé dans ma chaise et j'ai laissé l'ampleur pure de la tromperie me submerger. Ma mère et ma sœur étaient complètement aveuglées par le privilège blanc et le charme de haute société faux de la famille Davenport. Alia pensait qu'elle épousait un milliardaire qui allait élever son statut et lui donner une vie de luxe sans fin. Elle leur avait menti en disant qu'elle était la PDG de mon entreprise pour se faire paraître un parti égal. Mais les Davenport faisaient exactement la même arnaque sur elle.
Julien avait ciblé Alia parce qu'il l'avait vu agiter ma carte noire et se vanter de sa fausse firme de gestion de patrimoine sur les réseaux sociaux. Il pensait qu'elle était son ticket doré hors de la faillite. Il pensait qu'il pouvait épouser sa fortune supposée et utiliser son argent pour sauver le domaine familial de la saisie. Les deux côtés étaient entièrement fauchés et les deux côtés mentaient agressivement l'un à l'autre pour sécuriser un sauvetage financier qui n'existait pas réellement. C'était un beau désastre. Elles étaient deux parasites essayant de se nourrir l'une de l'autre, et j'étais le seul hôte réel avec du sang restant à donner. Mon enquêteur m'a tendu un épais dossier imprimé contenant toutes les preuves dures. Il incluait les avis de faillite, les avis de saisie, et les scores de crédit embarrassants de toute la famille Davenport. Il m'a demandé si je voulais qu'il transmette ces informations au cabinet d'avocats boutique qui avait envoyé la lettre de cessation et d'abstention. J'ai pris le lourd dossier et j'ai secoué la tête. Je lui ai dit absolument pas. Remettre cela à un avocat serait trop calme et trop privé. Elles avaient essayé de m'humilier en public. Elles m'avaient jeté dehors sous la pluie glaciale et m'avaient dit que je n'étais pas digne de me tenir en leur présence. Elles avaient utilisé leur fausse supériorité pour me faire sentir petite. Je n'allais pas gérer cela derrière des portes closes. J'ai demandé à mon enquêteur de creuser encore plus profondément. Je voulais savoir exactement quel fournisseur avait été engagé pour le mariage. Je voulais les noms des traiteurs, des fleuristes et des planificateurs d'événements. Je voulais savoir chaque personne à qui les Davenport devaient de l'argent dans l'État de New York. J'allais construire une cage étanche autour d'elles en utilisant leur propre ruine financière comme barreau. J'ai pris le dossier et je suis retourné à l'ascenseur privé. Mon cœur battait avec une précision rythmique stable. Je n'étais plus juste la sœur en colère ou la fille jetée. J'étais l'architecte de leur chute. J'ai pris l'ascenseur pour remonter à ma suite exécutive avec un sourire sincère sur le visage. Alia et Julien voulaient un mariage massif et somptueux pour célébrer leur union de richesse et de pouvoir. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais leur donner exactement ce qu'elles voulaient. J'allais m'assurer que leur jour de mariage soit l'événement le plus inoubliable de l'histoire de la haute société, mais pour toutes les mauvaises raisons. Quand je suis sorti de l'ascenseur privé et que je suis retourné dans ma suite exécutive, l'air dans la pièce semblait entièrement différent. Le lourd bureau en acajou qui avait été le site de la crise violente de ma mère juste 24 heures plus tôt tenait maintenant quelque chose de bien plus puissant qu'un contrat signé. Il tenait la vérité absolue. J'ai placé le lourd dossier imprimé au centre de mon bureau et me suis assise dans mon fauteuil en cuir. La ville d'Atlanta s'étendait au-delà des fenêtres en verre, complètement inconsciente du massacre financier que j'étais sur le point d'orchestrer. J'ai ouvert le dossier Manila et j'ai commencé à lire les documents ligne par ligne. Mon enquêteur principal avait été incroyablement minutieux. Le premier document était un dépôt de faillite fédérale datant exactement de 3 ans. La famille Davenport avait discrètement déposé une protection Chapter 11, essayant de restructurer des dettes massives accumulées à partir de ventures immobilières commerciales ratées. Le père de Julien avait essayé de jouer sur le marché et avait tout perdu. La fortune de vieil argent avait disparu. Elle s'était évaporée dans l'air, ne laissant derrière que la coquille creuse d'un nom de famille respecté. J'ai tourné la page et j'ai trouvé les avis légaux concernant le manoir des Hantons. Le beau domaine en bord de mer où je m'étais tenu gelé sous la pluie juste quelques jours plus tôt n'était pas un symbole de leur immense richesse. C'était une bombe à retardement. La propriété avait été lourdement hypothéquée et les Davenport avaient fait défaut sur les paiements il y a plus d'1 an. La banque exécutait actuellement un avis final de saisie. Le manoir était prévu pour être vendu aux enchères aux plus offrants dans moins de 2 mois. Elles organisaient un dîner de fiançailles dans une maison qu'elles ne possédaient même plus. J'ai laissé échapper un long souffle et j'ai secoué la tête devant l'audace pure de tout cela. Julien Davenport n'était pas un héritier d'une fortune. C'était un homme en train de se noyer, cherchant désespérément une bouée de sauvetage, et il pensait l'avoir trouvée en ma sœur. Le profil psychologique de leur relation est devenu cristallin pendant que je fouillais dans les rapports de crédit. Julien avait ciblé Alia parce qu'elle projetait une image de richesse self-made illimitée. Elle portait des vêtements de designer. Elle conduisait une voiture de luxe et elle sweepait négligemment une carte Centurion noire pour des séances de shopping de $50 000. Elle lui avait regardé dans les yeux avec confiance et lui avait dit qu'elle était la seule fondatrice et directrice générale d'Apex Lifestyle and Wealth Management. Julien et ses parents désespérés avaient sans doute fait une recherche rapide sur mon entreprise. Ils avaient vu le portefeuille massif que nous gérions, la tour corporative du centre-ville et les communiqués de presse détaillant notre croissance continue.
Il supposait qu'Alia valait des centaines de millions de dollars. Il s'accrochait à elle parce qu'il croyait que sa fausse richesse sauverait leur famille de la ruine publique et de la pauvreté absolue. Julian était prêt à épouser une femme noire qu'il ne respectait clairement pas simplement parce qu'il pensait que son compte bancaire paierait les dettes écrasantes de son père. Ses remarques racistes et condescendantes à mon égard au téléphone n'étaient pas les mots d'un homme puissant défendant son territoire. C'étaient les aboiements frénétiques d'un animal acculé, terrifié de perdre son ticket repas. Et l'ironie tragique de tout cela était qu'Alia jouait exactement le même jeu. Elle n'avait absolument rien. Toute son existence était financée par mon travail acharné. Elle épousait Julian parce qu'elle pensait que son pédigré de vieil argent l'élèverait hors du milieu de classe ouvrière qu'elle méprisait si désespérément. Elle voulait le manoir des Hamptons, les adhésions au country club et le prestige générationnel qu'elle pensait venir avec le nom d'Avenport. Quand je pensais à ma mère, Brenda, la situation devenait encore plus pathétique. Elle m'avait agressé physiquement dans mon bureau, exigeant 2 millions de dollars pour sécuriser la place d'Alia dans une famille qui esquivait actuellement les collecteurs de dettes. Ma mère était si aveuglée par son obsession pour la richesse blanche et la validation de haute société qu'elle n'avait jamais pensé à vérifier si les Davenport avaient réellement de l'argent. Elle était prête à voler sa propre chair et son sang pour acheter un ticket sur un navire en train de couler. Elle pensait sécuriser une dynastie royale pour son enfant doré, mais elle la poussait en fait droit d'une falaise financière. C'était un cercle parfait et sans faille de tromperie. Julian et Alia étaient deux chercheuses d'or creusant agressivement l'une chez l'autre seulement pour découvrir que les deux grottes étaient complètement vides. Elles mentaient toutes les deux, elles étaient fauchées toutes les deux, et elles dépendaient toutes les deux entièrement de mon argent pour maintenir la charade en vie. J'ai fermé le lourd dossier et j'ai posé mes mains à plat contre la surface fraîche en cuir du dossier. Je tenais les codes de lancement nucléaire pour les devis. Avec un seul appel téléphonique, je pouvais fuiter la faillite des Davenport au blog de socialites new-yorkais. Avec un simple email, je pouvais envoyer la vraie situation financière d'Alia aux parents de Julian. L'illusion se briserait instantanément, et elles se retourneraient l'une contre l'autre comme des loups affamés. Mais faire cela serait bien trop facile. Cela leur permettrait de se retirer dans l'ombre et de jouer les victimes. Ma mère trouverait sans doute un moyen de me blâmer, en affirmant que j'avais malicieusement détruit le bonheur de ma sœur par dépit. La famille de Julian emballerait simplement et fuirait vers un autre État avant que la banque ne verrouille les portes du domaine des Hamptons. Non, j'avais besoin d'une scène. J'avais besoin d'un public. J'avais besoin de construire un scénario où elles seraient forcées de confronter leurs mensonges sous les lumières les plus brillantes possibles. Elles m'avaient traité comme une paysanne illettrée qui ne savait pas comment se comporter dans leur monde exclusif. Elles m'avaient dit de retourner à ma voiture parce que ma présence était une honte. J'allais m'assurer qu'elles se souviennent de ma présence pour le reste de leur misérable vie. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de mon courtier immobilier personnel. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle réponde avec son salut joyeux habituel. Je n'ai pas fait de small talk. Je lui ai demandé de sortir immédiatement les dossiers de propriété et les informations de contact pour la société de holding commercial qui possédait le Glass Pavilion dans l'État de New York. Elle a semblé surprise par la demande soudaine, mais a promis d'avoir les informations dans l'heure. Je lui ai dit de se préparer pour une acquisition rapide. Je ne voulais pas juste réserver le lieu pour une nuit. Je voulais acheter toute la propriété. J'allais prendre le contrôle du sol même sur lequel elle prévoyait de se tenir. Le piège n'était plus seulement posé. Les murs étaient en train d'être construits, et bientôt il n'y aurait absolument aucune issue pour l'enfant doré ou son faux fiancé milliardaire. Exactement 3 jours après que mon courtier immobilier ait commencé à acheter discrètement le Glass Pavilion, une enveloppe ornée est arrivée à mon bureau. C'était une invitation formelle imprimée sur du carton épais. Ma mère avait apparemment convaincu la famille Davenport de descendre à Atlanta pour un dîner hautement exclusif au Labacar, un restaurant 3 étoiles Michelin en centre-ville. La note manuscrite à l'intérieur de ma mère affirmait que les tempéraments s'étaient enflammés et qu'elle voulait tendre une branche d'olivier. Elle a écrit que la famille était la chose la plus importante et que les parents de Julian voulaient officiellement me souhaiter la bienvenue dans le giron lors d'un beau repas. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une embuscade. Les gens désespérés ne s'excusent pas. Elles se regroupent et attaquent sous un autre angle. J'ai porté un costume sur mesure en charbon qui rayonnait d'une autorité calme et je suis arrivé au restaurant exactement à l'heure. Le maître d'hôtel m'a escorté à une salle à manger privée nichée à l'arrière de l'établissement. La pièce était baignée d'une lumière dorée tamisée et sentait les truffes coûteuses et le vieux vin.
Assis autour de la grande table en acajou se trouvaient ma mère Brenda, ma sœur Alia, Julian et ses parents Charles et Victoria Davenport. Mais elle n'était pas seule. Assis à l'extrémité de la table avec une mallette en cuir élégante reposant à côté de sa chaise se trouvait un homme en costume gris élégant. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était un associé d'un cabinet d'avocats corporatif de niveau moyen dans la ville. La branche d'Olivier était en réalité une menace légale enveloppée dans une serviette en lin. J'ai pris le siège vide en face de Julian et de son père. Personne n'a offert un sourire sincère. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on avait l'impression d'essayer de respirer sous l'eau. Ma mère a été la première à parler. Elle s'est penchée en avant et a mis sa meilleure performance maternelle. Sa voix dégoulinait d'une fausse sympathie. Elle m'a dit qu'elle était si fière de moi d'être venue et d'être la plus grande personne. Elle a dit qu'elle savait que les derniers jours avaient été stressants pour tout le monde, mais que ce soir c'était pour guérir nos liens brisés. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris le verre en cristal devant moi et pris une gorgée d'eau pétillante. Mon silence les a rendus incroyablement mal à l'aise. Charles Davenport s'est éclairci la gorge et a ajusté sa cravate en soie. Il a essayé d'utiliser sa présence imposante pour m'intimider. Il a parlé avec le rythme lent et délibéré d'un homme habitué à donner des ordres à ses inférieurs. Il a dit, « Si, nous sommes tous des gens raisonnables ici. Mon fils aime beaucoup ta sœur, et nous voulons nous assurer que leur mariage commence sur des bases solides. » Il m'a regardé de haut et a continué en disant que la structure actuelle d'Apex Lifestyle and Wealth Management créait des frictions inutiles. Il a affirmé qu'avoir une employée contrôler les comptes de crédit corporatif était hautement non professionnel et profondément insultant pour la position d'Alia en tant que fondatrice. J'ai regardé Alia. Elle fixait son assiette vide, refusant de croiser mon regard. Elle avait réussi à maintenir le mensonge. Les parents de Julian croyaient encore fermement qu'elle possédait mon empire. Victoria Davenport est intervenue, sa voix imprégnée du genre de venin passif-agressif natif des socialites riches. Elle a dit, « Nous comprenons que tu as travaillé très dur dans ton rôle administratif, Sienna, mais les entreprises familiales peuvent être compliquées. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir ces petites crises émotionnelles menaçant la stabilité financière du mariage. » Elle a offert un sourire à lèvres serrées et a ajouté qu'il était temps de remettre l'entreprise entre les mains de sa propriétaire légitime afin que nous puissions tous avancer comme une grande famille heureuse. L'homme en costume gris. L'avocat a finalement fait son mouvement. Il a plongé dans sa mallette et en a sorti une épaisse pile de documents légaux, les faisant glisser sur la table vers moi. Il a placé un lourd stylo en or juste sur la page de signature. Il s'est présenté et a expliqué que c'était un transfert standard de gouvernance corporative. Il a dit que cela renoncerait officiellement à ma surveillance financière et transférerait tous les droits de signature à Alia. Il a utilisé de grands mots légaux intimidants, espérant me confondre pour me soumettre. J'ai regardé ma mère se pencher en arrière dans sa chaise avec un regard de profond chagrin qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Elle a commencé à tisser un récit de mon instabilité supposée. Elle a dit aux Davenport que j'avais toujours été une enfant difficile qui luttait avec la jalousie. Elle a dit que j'avais une obsession malsaine pour contrôler les finances familiales parce que je me sentais inadéquate à côté de la grâce et de la beauté naturelle d'Alia. C'était un cours magistral de gaslighting. Elle réécrivait activement toute notre histoire juste devant moi, essayant de convaincre les parents de Julian que j'étais une employée mentalement fragile qui s'était convaincue de façon délirante qu'elle était la patronne. L'avocat est intervenu juste à temps. Il a joint les doigts et a utilisé un ton doux et condescendant. Il m'a dit que les tribunaux ne regardaient pas favorablement les administrateurs rebelles qui retenaient les actifs de l'entreprise en otage à cause de griefs familiaux personnels. Il a dit que si cela allait au procès, les frais légaux seuls me ruineraient. Il a suggéré que signer les papiers était la seule façon de me protéger d'une humiliation publique brutale. Ma mère a tendu la main par-dessus la table et a placé sa main sur la mienne. Elle a serré mes doigts fort et m'a regardé avec des yeux suppliants. Elle m'a dit de juste signer les papiers pour que nous arrêtions de nous battre. Elle a murmuré que si je l'aimais, je ferais cette petite chose pour ma sœur. Elle a promis qu'elle me garderait sur la paix et prendrait bien soin de moi. C'était une attaque psychologique brillamment orchestrée. Elles utilisaient le cadre somptueux, le privilège blanc imposant des Davenport, le jargon légal de l'avocat et la manipulation émotionnelle de ma mère pour me coincer. Elles voulaient que je me sente si petite et si déplacée que je signerais ma vie juste pour échapper à la pression. J'ai regardé les documents.
J'ai regardé le stylo en or puis j'ai regardé le serveur qui venait d'entrer dans la pièce en portant nos amuse-bouches. J'ai poliment demandé au serveur de placer les pétoncles saisis devant moi et les remercier. J'ai pris ma fourchette et mon couteau en argent en ignorant complètement les papiers légaux. Toute la table a regardé dans un silence stupéfait pendant que je coupais calmement un morceau de mon amuse-bouche et prenais une bouchée. J'ai mâché lentement, savourant la riche saveur. Le contraste entre leur énergie frénétique agressive et mon immobilité totale les rendait folles. Alia a finalement craqué. Elle a claqué ses mains sur la table, ses bracelets de designer cliquetant bruyamment contre le bois. Elle a hurlé que je signe juste les stupides papiers pour qu'elle puisse profiter de leur soirée. Elle a dit que je ruinais tout comme je le faisais toujours. J'ai regardé les bracelets de designer à son poignet. Je savais exactement quel compte avait payé pour eux. Je connaissais la date exacte où la transaction avait été enregistrée. J'ai regardé le costume sur mesure que portait Julien et je me suis demandé quelle carte de crédit maximisée il avait utilisée pour l'acheter. Elles étaient toutes assises dans un restaurant 3 étoiles Michelin essayant de projeter une aura de richesse invincible tout en suffoquant intérieurement sous le poids de leur propre pauvreté. Charles Davenport est devenu rouge de colère. Il a claqué légèrement son poing sur la table et a exigé de savoir ce que je faisais. Il a dit qu'elles essayaient de mener une affaire familiale sérieuse et que je traitais cela comme une blague. J'ai essuyé les coins de ma bouche avec ma serviette en lin et j'ai enfin regardé Charles droit dans les yeux. Ma voix était plus douce que la sienne, mais elle portait le poids glacial de la certitude absolue. Je lui ai dit que je mangeais mon dîner. Je lui ai dit que je ne révisais pas les documents légaux en dehors de mon bureau et que je ne signais certainement pas des transferts corporatifs entre les plats. Julien a ricané et s'est penché par-dessus la table. Il m'a dit que je jouais un jeu très dangereux. Il a dit que son avocat familial était assis juste là et qu'elle pouvait facilement déposer une injonction demain matin pour geler tous mes comptes personnels. Il a dit que j'allais tout perdre si je ne prenais pas ce stylo. J'ai soutenu son regard sans cligner des yeux. Je n'ai laissé aucune once d'émotion apparaître sur mon visage. Je regardais un homme dont la maison d'enfance était sur le point d'être vendue aux enchères pour payer les dettes de jeu de son père. Je regardais un homme dont le compte courant ne pouvait pas couvrir le coût du repas que nous mangions actuellement. L'ironie de lui menaçant de geler mes comptes était si délicieuse qu'elle avait meilleur goût que les pétoncles. J'ai posé ma fourchette et j'ai posé mes mains sur la table. Je leur ai dit que j'avais entendu chaque mot qu'elles avaient dit. Je leur ai dit que je comprenais exactement ce qu'elles voulaient de moi et à quel point ce mariage était important pour l'intégration de nos deux familles. J'ai laissé mon regard dériver vers ma sœur, qui tremblait visiblement sur sa chaise. Je savais qu'elle pensait avoir gagné. Elle pensait que mon calme était un signe de résignation. Elle pensait avoir brisé la mule têtue, mais elle n'avait aucune idée que je savourais simplement la vue avant de détonner la bombe. Le silence dans la salle à manger privée était absolu. Le serveur est revenu débarrasser mon assiette d'amuse-bouche et a posé le plat principal. C'était un faux filet vieilli à sec parfaitement cuit. L'arôme a rempli l'espace entre nous, mais personne d'autre à la table ne semblait avoir d'appétit restant. Elle me fixait toute, attendant ma réponse à la menace ridicule de Julien. Charles Davenport respirait lourdement par le nez, son visage encore rouge de colère. Victoria serrait son verre de vin si fort que je pensais que le cristal pourrait se briser dans sa main. Ma mère me regardait avec un mélange de terreur et de supplication, tandis qu'Alia avait juste l'air venimeux. L'avocat s'est déplacé inconfortablement sur sa chaise, réalisant que ses tactiques d'intimidation avaient complètement rebondi sur moi. J'ai pris mon couteau à steak et j'ai fait une coupe précise. J'ai mâché la viande lentement, maintenant le contact visuel avec Julien. Sa façade arrogante commençait à craquer. Sous tout ce bluff, c'était un petit garçon terrifié dont l'héritage avait déjà disparu. J'ai avalé ma bouchée et j'ai finalement brisé le silence. J'ai dit à Julien que geler mes comptes serait certainement un mouvement audacieux. J'ai dit que cela rendrait certainement les choses difficiles pour tout le monde impliqué, surtout avec le mariage arrivant si vite. J'ai regardé ma mère et j'ai soupiré lourdement, entrant dans le récit émotionnel qu'elle avait construit. Je lui ai dit qu'elle avait raison. J'ai dit que j'étais fatigué de me battre. Je leur ai dit que construire une firme de gestion de patrimoine à partir de zéro avait pris un énorme toll sur ma santé mentale et que peut-être je m'accrochais trop fort à des choses qui ne comptaient pas vraiment. Le changement dans la pièce a été immédiat et palpable. La lourde tension s'est soudain évaporée. Charles Davenport a détendu ses épaules et s'est adossé dans sa chaise, laissant échapper un long souffle de soulagement.
Victoria a offert un sourire sincère pour la première fois de toute la soirée. Ma mère a porté ses mains à sa poitrine et a fermé les yeux, murmurant une rapide prière de remerciement. Alia s'est redressée, un regard satisfait et suffisant envahissant son visage. Elle pensait vraiment avoir gagné. Elle pensait que son faux fiancé de vieil argent m'avait effrayé pour que je rende tout mon travail de toute une vie. L'avocat a immédiatement glissé les documents plus près de moi et a décapsulé le lourd stylo en or. Il a dit, c'est une décision très mature, Sienna. Il m'a dit de juste signer sur les lignes pointillées et que nous pourrions classer tout ce malentendu demain matin. J'ai tendu la main et pris le stylo. J'ai tenu le métal froid entre mes doigts et l'ai laissé planer au-dessus du papier crème épais. Alia vibrait pratiquement d'excitation. Julien a croisé les bras et m'a regardé avec une expression de pure condescendance. Il m'a dit que je faisais le choix intelligent pour mon avenir. Mais je n'ai pas mis le stylo sur le papier. Au lieu de cela, j'ai posé le stylo doucement à côté de mon verre d'eau. J'ai repoussé les documents à travers la table vers l'avocat. Je leur ai dit que je signerais tout. J'ai dit que je transférerais tous les droits de signature et la gouvernance corporative d'Apex Lifestyle and Wealth Management à Alia exactement comme elle le voulait. Mais je leur ai dit que je n'allais pas le signer dans l'arrière-salle d'un restaurant comme une sorte de deal louche de ruelle. J'ai regardé directement Charles Davenport et j'ai parlé avec le plus grand respect. J'ai dit, Monsieur Davenport, vous avez mentionné plus tôt que nous devons commencer ce mariage sur des bases solides. Vous avez dit que nous devons avancer comme une grande famille heureuse et intégrer nos vies de façon transparente. Je suis complètement d'accord avec vous. Je leur ai dit que signer ces papiers en secret n'enverrait pas le bon message aux cercles de haute société dans lesquels elles opéraient. J'ai dit que si je me retirais et passais les rênes à ma sœur, nous devions en faire un événement formel et célébré. J'ai proposé que nous fassions la cérémonie officielle de signature lors de la grande fête de pré-mariage prévue ce week-end au Glace Pavilion. J'ai dit que je voulais me tenir sur scène devant tous leurs amis riches et leurs familles élargies pour endosser publiquement Alia. Je leur ai dit que je voulais lui remettre l'entreprise devant des centaines de témoins pour prouver ma bonne volonté absolue et ma loyauté envers la famille Davenport. La table est devenue complètement silencieuse à nouveau. Mais cette fois ce n'était pas par colère. C'était par choc et avidité écrasante. Elles étaient si aveuglées par leurs propres désirs qu'elles ne pouvaient pas voir l'énorme piège que je venais de poser à leurs pieds. Julien a regardé son père cherchant l'approbation. Charles Davenport rayonnait pratiquement. L'idée d'une passation corporative publique devant tous ses pairs riches caressait parfaitement son énorme ego. Il a souri largement et hoché la tête. Il a dit, c'est une idée brillante, Sienna. Il a dit que cela montrait une classe incroyable et que ce serait une merveilleuse surprise pour nos invités. Victoria a accepté avec enthousiasme. Elle a dit que ce serait la façon parfaite de faire taire les rumeurs sur les frictions familiales. Ma mère pleurait des larmes de joie, tendant la main par-dessus la table pour essayer de tenir ma main à nouveau, mais j'ai retiré ma main en douceur pour prendre mon verre de vin. Alia rayonnait. Elle m'a regardé avec un sourire satisfait et suffisant. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que je finirais par faire ce qu'il fallait pour la famille. L'avocat semblait légèrement confus par le délai, mais il n'était pas payé pour argumenter avec ses clients quand elles étaient heureuses. Il a remballé les documents dans sa mallette en cuir et a promis de les apporter au Glace Pavilion le soir de la fête. Le reste du dîner a été un affichage écœurant d'affection fausse. Elles ont commandé du champagne coûteux pour célébrer. Elles ont ri et plaisanté et parlé des détails du mariage somptueux. Julien et son père ont commandé les bouteilles de vin les plus chères du menu, complètement inconscients que ma carte corporative était la seule chose qui les empêchait de laver la vaisselle dans la cuisine. Ma mère n'arrêtait pas de louer ma maturité. Alia parlait sans fin des changements qu'elle allait faire à mon entreprise une fois qu'elle serait officiellement la patronne. Elle parlait de licencier mon assistante de direction et de redécorer mon bureau d'angle avec des meubles roses. Je suis restée assise là tranquillement à manger mon steak et à siroter mon eau. J'ai hoché la tête quand c'était approprié et offert des sourires polis. Je les ai laissés se baigner dans leur fausse victoire. Elles pensaient avoir dompté la brebis galeuse. Elles pensaient avoir utilisé leur pouvoir et leur influence pour voler mon empire sans tirer un seul coup de feu. Elles n'avaient aucune idée que je venais de les inviter toutes à leur propre exécution. Les papiers seraient là, l'avocat serait là, les invités riches seraient là, et le plus important, la vérité absolue serait là. Quand les assiettes de dessert ont finalement été débarrassées, j'ai placé ma serviette en lin doucement sur la table et me suis poliment excusé. Je leur ai dit que j'avais beaucoup de préparatifs à faire pour la grande soirée,
et que j'avais besoin de retourner au bureau pour finaliser certains papiers très importants. Et pour la première fois de toute la soirée, je disais la vérité absolue. Je suis sorti de la salle à manger privée tamisée et dans l'air frais de la nuit, les laissant complètement piégés dans une cage qu'elles avaient construite elles-mêmes. J'ai tendu mon ticket au voiturier et j'ai attendu ma voiture au coin de la rue calme. L'air frais de la nuit faisait du bien sur ma peau. Je venais de sortir d'une pièce remplie des personnes les plus toxiques de ma vie, mais je ne me sentais pas vidé. Je me sentais énergisé. Elles pensaient m'avoir surpassé en intelligence. Elles pensaient avoir utilisé leur poids social combiné pour écraser mon esprit et voler mon entreprise. J'ai regardé le voiturier amener ma voiture noire élégante au trottoir. Je lui ai donné un généreux pourboire et je me suis glissé sur le siège conducteur. Pendant que je conduisais à travers les rues illuminées de néon du centre d'Atlanta, mon esprit ne s'attardait pas sur leurs insultes. Mon esprit était entièrement concentré sur les mécanismes d'une acquisition corporative. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré sur ma table de nuit exactement à 6 heures. C'était mon courtier immobilier. Sa voix semblait légèrement essoufflée. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la nuit à traquer les actionnaires principaux de la société de holding qui possédait le Glass Pavilion. Elle a dit qu'elles avaient été complètement choquées par l'offre non sollicitée, mais qu'elles étaient prêtes à vendre. Il y avait juste un hic. Elles savaient que je voulais la propriété immédiatement, donc elles exigeaient une prime massive sur la valeur marchande, et elles exigeaient que toute la transaction soit complétée en argent comptant pur d'ici vendredi après-midi. Elles supposaient que ces termes m'effraieraient ou bloqueraient le processus. Je n'ai même pas hésité. Je me suis assise dans le lit et j'ai dit à mon courtier de déposer les contrats immédiatement. Je lui ai dit que j'aurais l'argent viré sur le compte séquestre avant midi. Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Mon courtier avait travaillé avec des clients riches auparavant, mais très peu de gens pouvaient liquider des millions de dollars en argent comptant du jour au lendemain sans sourciller. Elle m'a dit qu'elle s'en occuperait et a raccroché. Je suis allé dans ma salle de bain principale et j'ai allumé la douche. L'eau chaude a coulé sur moi pendant que je calculais mentalement quel bon corporatif à court terme je devais liquider pour libérer le capital. Pendant la dernière décennie, ma mère m'avait appelé une machine. Elle disait que je me souciais plus des tableurs et des marges bénéficiaires que des connexions humaines. Elle utilisait mon succès comme une arme contre moi, affirmant que cela me rendait froide et peu aimable. Mais debout là dans la vapeur, j'ai réalisé que ma nature froide et calculatrice était exactement ce qui allait me protéger. Alia et Julien étaient motivés par l'émotion désespérée et le faux prestige. J'étais motivé par un capital brut et indéniable. Mercredi après-midi, les fonds étaient complètement sécurisés. J'étais assise dans mon bureau d'angle et j'ai rencontré mon enquêteur principal et le chef de mon équipe légale. Les aides visuelles pour la fête de pré-mariage devaient être impeccables. Je ne voulais pas me tenir sur une scène et argumenter avec elle. Je voulais que les preuves parlent si fort que personne ne puisse les nier. Mon enquêteur m'a tendu une clé USB argentée élégante. Il a dit que la clé contenait des scans haute résolution de chaque document accablant que nous avions découvert. Elle contenait les dépôts de faillite des Davenport, les avis de saisie pour le domaine des Hantons, les lettres de recouvrement pour les baux de voitures impayés de Julien, et le vrai registre corporatif non édité me montrant comme la seule propriétaire d'Apex. J'ai tenu la petite clé USB dans la paume de ma main. Elle ne pesait presque rien, mais elle contenait assez de pouvoir destructeur pour oblitérer 2 familles entières. Mon avocat a demandé si je voulais qu'il rédige un document de passation réel juste pour jouer le jeu de leurs attentes à la fête. Je lui ai dit oui. Je voulais que le faux contrat ait l'air aussi officiel et imposant que possible pour qu'elles baissent complètement leur garde juste avant que je branche la clé USB dans le projecteur. Jeudi après-midi, j'ai reçu l'appel de mon courtier. Le virement avait été effectué et les signatures finales avaient été vérifiées. L'acte était officiellement enregistré sous l'une de mes sociétés de holding privées. J'étais maintenant la seule propriétaire du Glass Pavilion. Je possédais les murs transparents, les escaliers grandioses balayants, les lustres en cristal et le lac privé. Je n'avais pas juste acheté un lieu. J'avais acheté l'autorité absolue de décider qui était autorisé à se tenir à l'intérieur. Tôt vendredi matin, avant que le chaos du week-end ne commence, j'ai pris un vol privé d'Atlanta à New York. J'ai loué une voiture et j'ai conduit directement au Glass Pavilion. L'échelle pure du bâtiment était à couper le souffle en personne. Le soleil du matin rebondissait sur les panneaux de verre massif reflétant la forêt environnante. J'ai garé près de l'entrée principale et j'ai marché à travers les doubles portes grandioses.
Le hall bourdonnait de traiteurs, fleuristes et personnel d'événements s'affairant frénétiquement pour préparer la fête de pré-mariage des Davenport. Un homme en costume élégant tenant un clipboard s'est précipité vers moi. Il avait l'air stressé et surmené. Il m'a dit que le lieu était fermé pour un événement privé haut de gamme et m'a demandé de partir. J'ai reconnu son visage de la description paniquée d'Alia. C'était le directeur de l'événement. C'était l'homme qui avait refusé sa carte noire. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti ma nouvelle carte de visite avec une seule feuille de papier confirmant le changement de propriété. Je l'ai lui étendue et me suis poliment présenté comme sa nouvelle employeuse. L'homme a lu le papier et la couleur a complètement quitté son visage. Il a commencé à bafouiller des excuses, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai souri et lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Je l'ai félicité pour avoir dirigé un navire serré et bien fait son travail. Je lui ai demandé comment se déroulaient les préparatifs pour l'événement Davenport. Il a avalé difficilement et m'a dit que c'était un cauchemar. Il a dit que la mariée faisait des crises pour les arrangements floraux et que le père du marié exigeait constamment des améliorations premium sans vouloir payer les dépôts. J'ai hoché lentement la tête, absorbant la réalité pathétique de leur comportement. Elle traitait mon personnel comme de la merde pendant qu'elle se noyait secrètement dans les dettes. Je lui ai dit de leur donner absolument tout ce qu'elle demandait. Je lui ai demandé de passer au champagne le plus cher de la cave, de doubler le budget floral et d'accommoder chaque demande ridicule d'Alia. Il a eu l'air confus et a fait remarquer que leur carte de crédit avait déjà été refusée une fois. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour la facture parce que le propriétaire couvrait. J'ai dit que je voulais qu'elle se sente comme de la royauté absolue ce soir. Puis je lui ai donné mon instruction finale et la plus importante. Je lui ai dit de mettre en place le plus grand écran projecteur haute définition qu'elles avaient juste au centre de la scène de la salle de bal principale. Il a demandé à quoi servait l'écran. Je lui ai dit que la famille de la mariée planifiait une présentation très spéciale pour honorer le marié. Je lui ai dit de s'assurer que les connexions audio et visuelles étaient impeccables. Il a hoché la tête avec enthousiasme, voulant plaire à sa nouvelle patronne. Je suis parti du lieu et j'ai enregistré dans un hôtel de luxe à proximité. Le piège était entièrement assemblé. La scène était littéralement à moi. J'ai passé la soirée seul dans ma suite, préparant mon esprit pour ce qui allait venir. Je suis allé dans le grand placard walk-in et j'ai regardé la robe que j'avais choisie pour la fête. Je n'allais pas porter une couleur pastel discrète pour me fondre dans l'arrière-plan. Je n'allais pas avoir l'air d'une employée humble. J'avais sélectionné une robe longue époustouflante dans un rouge cramoisi profond. C'était la couleur du pouvoir absolu. C'était la couleur d'un prédateur entrant dans une pièce pleine de proies sans méfiance. Je me suis tenu devant le miroir en pied et j'ai regardé mon propre reflet. Je n'étais plus la fille jetée gelée sous la pluie. J'étais la propriétaire du champ de bataille et la guerre était sur le point de commencer. Le trajet jusqu'au Glace Pavilion a pris seulement 15 minutes, mais chaque seconde semblait électrique. Quand mon chauffeur s'est arrêté à l'entrée grandiose, tout le lieu brillait contre le ciel nocturne sombre. Des voituriers se précipitaient pour garer une longue file de voitures de luxe européennes. Je suis sorti du siège arrière, et la brise fraîche du soir a attrapé la traîne de ma robe rouge cramoisie. J'ai monté les marches en pierre balayante et traversé les massives portes en verre. L'intérieur était spectaculaire. Mon directeur d'événements avait suivi mes ordres parfaitement. Des milliers de roses blanches cascadaient des lustres en cristal et du personnel en tuxedos impeccable flottait à travers la foule en portant des plateaux du champagne millésimé le plus cher. Des centaines de l'élite supposée de New York se mélangeaient et riaient complètement inconscientes du fait qu'elle se tenait sur ma propriété. J'avais à peine fait 10 pas dans la salle de bal principale avant qu'une main n'attrape mon bras fermement. C'était ma mère. Elle ne m'a pas salué. Ses doigts ont creusé dans ma peau pendant qu'elle me tirait vers une alcôve isolée près du vestiaire. Alia attendait là en tenant un verre de champagne et me lançant un regard noir. Ma sœur m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur la soie rouge profonde de ma robe. Elle a ricané et a demandé ce que je portais bordel. Elle m'a dit que j'avais l'air d'une chercheuse d'attention désespérée et que porter du rouge vif à sa fête de pré-mariage était une tentative pathétique de surpasser la mariée. Ma mère est rapidement intervenue. Elle a baissé la voix en un murmure dur et m'a dit que je devais garder ma bouche fermée ce soir. Elle a dit que j'étais seulement là pour jouer un rôle spécifique. Elle m'a demandé de sourire pour les caméras, de signer les documents quand on m'appellerait, et puis de m'éclipser discrètement par la porte arrière avant que la danse ne commence, pour que mon énergie de classe ouvrière ne ruine pas l'atmosphère élégante.
Avant que je ne puisse même répondre, Charles et Victoria Davenport sont entrés dans l'alcôve. Elles tenaient leur verre et avaient l'air exceptionnellement satisfaites. Victoria a donné à ma robe rouge un regard condescendant. Elle a dit qu'elle supposait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je comprenne les nuances subtiles des codes vestimentaires de haute société. Charles a ri d'un rire profond et arrogant. Il a pris une gorgée de son scotch et m'a regardé comme si j'étais un nouvel équipement agricole acheté. Il m'a dit que mon peuple était certainement connu pour être bruyant et coloré. Il a utilisé ce ton condescendant spécifique que les hommes blancs riches utilisent quand ils essaient de remettre une femme noire réussie à sa place. Il a dit que c'était très admirable comment je me démenais pour aider Alia avec ses petites tâches administratives à l'entreprise. Il a dit que cela montrait que j'avais une bonne éthique de travail solide malgré mon milieu urbain. Mais il a ajouté qu'il était temps que les adultes prennent le volant maintenant. Il a dit que ce soir c'était pour élever Alia au standard Davenport et s'assurer que l'entreprise familiale était gérée avec le pédigré approprié. Elle se tenait à l'intérieur d'un bâtiment que j'avais acheté en argent comptant, buvant du champagne que j'avais payé et insultant mon héritage pendant que leur propre domaine familial était actuellement sur un bloc d'enchères bancaires attendant le plus offrant. L'ironie était si tranchante qu'elle aurait pu couper le verre. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas laissé mon sourire faiblir. J'ai regardé directement dans les yeux de Charles Davenport et lui ai dit que j'étais complètement d'accord. J'ai dit que ce soir c'était absolument pour révéler les vrais pédigrés. J'ai dit à Victoria que j'étais très excité que toute la foule voie exactement à quoi ressemblait vraiment le standard Davenport. Elles ont souri chaleureusement, pensant que j'avais complètement soumis à leur autorité. Ma mère a laissé échapper un long soupir de soulagement et a tapoté mon épaule, me disant d'aller attendre près de l'arrière de la pièce jusqu'à ce que je sois appelé sur scène. Je suis parti de leur petit cercle toxique et me suis positionné près de l'allée centrale. La salle de bal était remplie de plus de 300 invités. À l'avant de la pièce se trouvait une scène massive élevée. Juste derrière le podium se trouvait l'énorme écran projecteur haute définition que j'avais demandé plus tôt ce matin. Actuellement, il affichait juste un monogramme illuminé de bon goût des initiales de Julian et Alia. Les lumières de la salle de bal ont commencé à s'atténuer et un projecteur doux a illuminé la scène. La foule s'est calmée pendant que Julian montait sur le micro. Il portait un smoking sur mesure qu'il ne pouvait définitivement pas se permettre. Il a tapoté le micro et a souri, flashant ses dents parfaites à l'audience. Julian a commencé son discours par un long monologue décousu sur l'importance de l'héritage. Il a parlé des racines historiques profondes de la famille Davenport et à quel point il était ravi de fusionner sa lignée riche avec le brillant génie de sa belle mariée. La foule a applaudi poliment. Ma sœur se tenait près de la première rangée, tapotant de fausses larmes de ses yeux. Julian a ensuite levé la main pour calmer la pièce. Il a dit, « Ce soir n'est pas seulement pour l'amour, mais c'est aussi pour l'avenir de notre entreprise familiale. » Il a annoncé fièrement à la pièce qu'Alia était la brillante fondatrice et directrice générale d'Apex Lifestyle and Wealth Management. Un murmure de chuchotement impressionné a parcouru la foule riche. Julian a souri avidement et a continué. Il a dit, « Gérer un empire aussi massif est un lourd fardeau. Et ce soir, la sœur aînée d'Alia, Sienna, va officiellement transférer toute sa surveillance administrative et corporative à la propriétaire légitime. » Julian a tenu en l'air l'épaisse pile de documents légaux. L'avocat du restaurant se tenait juste à côté de la scène tenant le lourd stylo en or. Julian a regardé la mère de visage et ses yeux se sont verrouillés sur ma robe rouge cramoisie. Sa voix a retenti à travers les haut-parleurs avec une autorité absolue imméritée. Il m'a dit de s'il vous plaît venir sur scène. Il a dit à la foule que c'était un beau moment d'unité familiale. Il m'a dit de venir signer les papiers pour montrer à tout le monde que je comprenais ma place et que je soutenais cette union incroyable. Le projecteur a balayé violemment loin de Julian et a atterri directement sur moi. 300 têtes se sont tournées simultanément pour fixer la femme noire dans la robe rouge vif. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais sentir les yeux anxieux de ma mère brûler l'arrière de ma tête. Je pouvais sentir le ricanement condescendant de Victoria de l'autre côté de la pièce. Elle s'attendait tout à ce que je monte ces marches, garde la tête baissée en soumission, et signe ma vie pour protéger leur fausse réalité. J'ai pris une lente et profonde inspiration. J'ai carré les épaules et j'ai commencé à marcher dans l'allée centrale. Le claquement de mes talons résonnait bruyamment contre le sol en marbre. Je n'avais pas l'air d'une employée vaincue. J'avais l'air de la propriétaire du bâtiment. J'ai monté la courte volée de marche et suis monté sur scène.
Julien m'a tendu le stylo en or avec un sourire triomphant sur le visage. La tension dans la pièce était tendue si fort qu'on avait l'impression que les murs allaient craquer. La tanière du lion était entièrement assemblée, mais elle n'avait aucune idée qu'elle venait de verrouiller les portes avec le chasseur à l'intérieur. Le projecteur était encore aveuglant, mais ma vision était parfaitement claire. Je suis monté au podium et j'ai regardé la mère de visage. Julien tenait encore le stylo en or tendu vers moi, son sourire suffisant étiré largement sur son visage. L'avocat a tapoté l'épaisse pile de papier reposant sur le podium, indiquant exactement où je devais signer mon nom. Ma mère se tenait près de la première rangée, serrant ses mains dans une prière silencieuse de victoire. Alia était juste à côté d'elle, essayant d'avoir l'air d'une exécutive gracieuse acceptant son héritage légitime. Je n'ai pas tendu la main pour le stylo. Au lieu de cela, j'ai tendu la main pour le micro reposant sur le support du podium. Je l'ai retiré de son clip, et un léger retour sonore a résonné à travers l'immense salle de bal. La foule est devenue complètement silencieuse. Elles attendaient que je donne un discours larmoyant sur la loyauté familiale. Elles attendaient que je m'incline et rende mon empire. J'ai regardé directement Julien et souri. Ma voix était calme et stable pendant qu'elle portait à travers les haut-parleurs de haute qualité. J'ai dit, Julien, tu as absolument raison sur une chose. Ce soir c'est pour l'avenir de cette entreprise familiale, et il est crucial que tout le monde ici comprenne exactement qui la dirige. Julien a hoché la tête, sa poitrine gonflée de fierté. Il pensait que j'entrais dans son récit, mais ensuite j'ai plongé la main dans la petite pochette que je tenais. J'ai contourné le stylo que Julien offrait et j'ai sorti la clé USB argentée élégante. Le directeur d'événement se tenait juste à côté de la scène à côté de l'ordinateur portable qui contrôlait l'énorme écran projecteur derrière nous. Je suis passé devant Julien, le laissant tenir son stylo dans l'air vide, et j'ai tendu la clé au directeur. Je lui ai dit d'ouvrir le premier fichier. Il a branché la clé et a cliqué avec sa souris. Le monogramme de bon goût de leurs initiales a instantanément disparu de l'écran géant. Il a été remplacé par un scan haute définition massif d'un document de registre corporatif d'État. Le texte était énorme et impossible à manquer. Je suis retourné au centre de la scène en tenant le micro. J'ai regardé l'écran puis me suis retourné vers l'audience. J'ai dit, Mesdames et messieurs, Julien a eu la gentillesse de présenter ma sœur comme la brillante fondatrice et directrice générale d'Apex Lifestyle and Wealth Management. J'ai fait un geste vers l'écran. J'ai dit, mais comme vous pouvez le voir sur le registre officiel de l'État, ma sœur Alia ne possède pas une seule action d'Apex. Elle n'est pas la fondatrice. Elle n'est pas la PDG. En fait, elle n'est même pas officiellement sur la paie. Un halètement collectif a parcouru la salle de bal des 300 invités riches. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant. J'ai pointé le gros texte en gras en bas du document sur l'écran. J'ai dit, mon nom est Sienna. Je suis la seule propriétaire et fondatrice d'Apex. J'ai construit la firme à partir de zéro pendant que ma sœur passait ses journées à prendre des selfies dans des vêtements de designer que j'avais achetés pour elle. Julien est resté complètement figé. Le stylo en or a glissé de ses doigts et a claqué sur la scène en bois. Il a regardé l'écran puis Alia. Son visage était complètement vidé de sang. Le sourire arrogant avait été effacé, laissant derrière un regard d'horreur absolue. Alia a laissé échapper un cri aigu. Elle s'est élancée de la première rangée, attrapant le bord de la scène. Elle a hurlé au directeur d'événement d'éteindre le projecteur. Elle a crié que les documents étaient faux et que j'étais une sœur folle et jalouse essayant de ruiner son mariage. Son visage était rouge et des larmes coulaient sur son maquillage parfait. Je n'ai pas élevé la voix, mais mes mots ont coupé à travers ses hurlements comme un couteau. J'ai dit, ah, Alia, il n'y a pas besoin de crier. Ce sont des dossiers publics. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande que le directeur d'événement m'avait tendu, et l'écran est passé à la diapositive suivante. C'était un tableau détaillé de relevés de cartes de crédit et de virements. Les chiffres étaient stupéfiants. J'ai dit, pendant les 5 dernières années, j'ai entièrement financé le style de vie luxueux de ma sœur. Le Penthouse où elle vit, la voiture qu'elle conduit, la robe de fiançailles de $5000 qu'elle porte en ce moment même. Tout a été payé par moi. J'ai même donné à notre mère une carte Centurion noire pour aider avec les courses et au lieu de cela elles l'ont utilisée pour financer cette charade de haute société fausse. J'ai regardé Charles et Victoria Davenport. Elles se tenaient dans la première rangée, ayant l'air d'avoir été frappées par la foudre.
La bouche de Victoria était légèrement ouverte, et ses mains tremblaient. Charles avait l'air de lutter pour respirer. La riche famille noire qu'elle pensait fusionner était une illusion complète. La fortune massive qu'elle pensait sauver leur navire en train de couler appartenait entièrement à la femme qu'elle venait d'insulter toute la soirée. Je leur ai parlé directement. J'ai dit, Monsieur et Madame Davenport, vous m'avez dit plus tôt qu'il était temps que les adultes prennent le volant. Vous avez dit que mon milieu urbain était bruyant et coloré, mais que vous aviez besoin de quelqu'un avec le pédigré approprié pour gérer l'entreprise familiale. J'ai penché la tête et les ai regardés avec pure pitié. J'ai dit, la vérité est que vous avez adoré une fraude sans emploi. Alia n'a absolument rien à offrir à votre fils sauf les vêtements sur son dos et même ceux appartiennent techniquement à moi. La foule a commencé à murmurer bruyamment. Les chuchotements étouffés des invités de l'élite ont rempli la pièce comme un essaim d'abeilles. Elle regardait Alia et Julian avec un mélange de choc et de jugement extrême. Julian est finalement sorti de sa transe. Il s'est retourné vers Alia, les yeux grands de panique et de rage. Il est descendu du podium et sa voix s'est brisée pendant qu'il hurlait sans le micro. Il a regardé ma sœur et a exigé de savoir si c'était vrai. Il lui a demandé si elle lui avait menti sur la propriété de l'entreprise. Alia sanglotait hystériquement. Elle a essayé d'attraper la main de Julian, mais il l'a retirée agressivement. Elle l'a supplié de l'écouter, disant qu'elle l'avait fait seulement parce qu'elle l'aimait et voulait s'intégrer dans son monde. Elle a tout avoué devant 300 personnes sans même s'en rendre compte. Elle a crié que l'argent n'importait pas et que leur amour était réel. Julian s'est éloigné d'elle comme si elle portait une maladie. La mine d'or qu'il pensait creuser venait de s'effondrer, l'enterrant vivant. Il a réalisé qu'il était sur le point d'épouser une femme sans aucun actif et aucun revenu. La panique absolue dans ses yeux était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Il avait construit tout son avenir sur mon compte bancaire, et je venais de tirer le tapis sous ses pieds de la façon la plus publique possible. Ma mère se tenait sur le côté, tenant ses mains sur son visage, pleurant bruyamment. Elle avait poussé son enfant doré dans les bras de la haute société, et dans le processus, elle l'avait complètement détruite. Elles avaient essayé de voler mon travail de toute une vie en utilisant un faux prestige et une guerre psychologique. Elles avaient apporté un contrat légal à un dîner familial, mais elles avaient gravement sous-estimé ma volonté de brûler leur monde faux jusqu'au sol. La première bombe avait détonné impeccablement, et l'enfant doré était officiellement exposé au monde. Mais le spectacle était loin d'être terminé. Je tenais encore la télécommande dans ma main, et Julian était sur le point d'apprendre que ma sœur n'était pas la seule fraude dans la pièce. J'ai appuyé sur le bouton de la petite télécommande noire dans ma main, et l'écran derrière moi a clignoté une fois de plus. Le tableau massif détaillant les séances de shopping sans fin de ma sœur et sa fausse richesse a disparu. Il a été instantanément remplacé par un document légal noir et blanc austère. La police était grande et sans compromis. En haut de la page, le sceau de la Cour de faillite des États-Unis était affiché pour que chaque personne dans la salle de bal le voie. Juste en dessous du sceau se trouvait le nom Charles Davenport, suivi d'une déclaration formelle de faillite Chapter 11. L'halètement collectif de la foule cette fois était beaucoup plus fort. Les chuchotements polis de l'élite riche se sont instantanément transformés en une vague agressive de murmures choqués. Elle lisait les dates du dépôt, réalisant que la prestigieuse famille Davenport était complètement en faillite depuis 3 ans. Les gens qui venaient de boire du champagne et de porter des toasts au nouveau couple posaient maintenant leurs verres sur les tables, regardant autour de la pièce dans une incrédulité absolue. J'ai regardé Julian, qui se tenait encore près du bord de la scène. Son visage était passé du blanc pâle à une teinte grise maladive. Il avait l'air d'un homme qui venait d'être poussé hors d'un avion sans parachute. Ses yeux étaient verrouillés sur l'écran, lisant les détails intimes des investissements immobiliers massifs ratés de son père et la liquidation totale de leur fonds fiduciaire générationnel diffusé à tout son cercle social. J'ai ramené le micro à ma bouche. Ma voix a résonné à travers l'immense pièce, coupant à travers le bruit croissant de la foule. J'ai dit, vous avez passé l'année dernière à vous vanter auprès de tout le monde que vous épousiez la royauté des Hantons. Vous m'avez regardé de haut parce que je travaillais vraiment pour gagner ma vie pendant que vous pensiez avoir sécurisé un héritier milliardaire qui vous élèverait dans les plus hauts niveaux de la société. J'ai fait une pause et pointé l'écran. J'ai dit, mais l'homme debout à côté de vous a exactement $412 sur son compte courant. Alia a arrêté de pleurer pendant une fraction de seconde. Son visage s'est tordu en une confusion absolue. Elle a essuyé une traînée de mascara de sa joue et a fixé le dépôt de faillite. Son cerveau luttait pour traiter l'information.
Elle avait sacrifié sa relation avec moi et s'était humiliée pour sécuriser ce mariage. Elle avait construit tout son avenir sur la promesse de la fortune Davenport. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. La diapositive est passée à un avis de défaut et de saisie d'une grande banque nationale. L'adresse de la propriété listée en lettres grasses était exactement le domaine des Hantons où elles avaient organisé leur dîner de fiançailles exclusif juste quelques jours plus tôt. J'ai regardé directement Charles et Victoria Davenport, qui étaient maintenant figés dans la première rangée. Les amis riches qu'elles avaient invités reculaient physiquement d'elles comme si la pauvreté était contagieuse. J'ai dit, Monsieur et Madame Davenport, vous avez essayé de me forcer à signer mon entreprise à ma sœur parce que vous aviez désespérément besoin d'une bouée de sauvetage financière. Votre maison ancestrale est prévue pour être vendue aux enchères au plus offrant le mois prochain. Vous dépendiez complètement de ma sœur pour payer vos dettes massives. J'ai cliqué sur la télécommande une fois finale. L'écran s'est divisé en deux. D'un côté se trouvait le rapport de crédit de Julien montrant plusieurs cartes maximisées et des avis de recouvrement pour ses baux de voitures de luxe impayés. De l'autre côté se trouvait le vrai relevé bancaire d'Alia montrant un solde de 0. J'ai regardé de l'un à l'autre sur la scène. J'ai dit, vous deux êtes un couple fait au paradis. Vous êtes deux chercheuses d'or fauchées qui ont passé toute l'année à se mentir agressivement l'une à l'autre. Julien, tu pensais qu'Alia était ton ticket doré hors de la pauvreté. Alia, tu pensais que Julien était ton ticket vers la haute société. Aucune de vous n'a un seul centime à son nom. La finalité absolue de mes mots a brisé le sort qui tenait la pièce ensemble. Le silence s'est brisé complètement, et la scène est descendue dans un chaos absolu. Alia a laissé échapper un cri qui ressemblait à un animal blessé. Elle s'était lancée vers Julien, ses mains recourbées en poing. Elle a claqué ses paumes contre sa poitrine, hurlant qu'il était un menteur et un perdant fauché. Elle a crié qu'elle avait gaspillé sa jeunesse sur un homme qui ne pouvait même pas se permettre le smoking qu'il portait. Elle a crié qu'il avait ruiné sa vie et l'avait rendu ridicule devant toute la ville. Elle a attrapé les revers de sa veste et l'a secoué violemment, pleurant qu'elle était censée être une femme de milliardaire. Julien n'a pas reculé. L'illusion de ses manières raffinées de classe supérieure s'est évaporée instantanément. Il a poussé Alia en arrière si fort qu'elle a presque trébuché sur l'ourlet de sa robe de fiançailles coûteuse. Il a pointé son doigt dans son visage et lui a hurlé dessus en retour. Il l'a appelée une fraude manipulatrice. Il a crié qu'elle n'était rien d'autre qu'une imposture bon marché qui avait utilisé l'argent de sa sœur pour le piéger. Il a dit que sa famille était humiliée à cause de ses mensonges et qu'il préférerait mourir que d'épouser une arnaqueuse sans le sou. Il s'est moqué de son milieu de classe ouvrière, lui disant qu'elle retournait dans les rues où elle appartenait. Elle se tenait au milieu d'une scène entourée de milliers de roses blanches, hurlant les insultes les plus viles l'une à l'autre. Elle se déchirait en pièces juste devant les 13 personnes qu'elles avaient désespérément essayé d'impressionner. Les invités de l'élite sortaient leur téléphone pour enregistrer l'effondrement spectaculaire du faux empire. Le mariage de haute société de l'année s'était transformé en une bagarre publique glorieuse entre deux arnaqueuses désespérées. Des gardes de sécurité ont commencé à se déplacer vers l'avant de la pièce, incertains s'ils devaient intervenir dans un différend domestique de cette ampleur. En bas dans la première rangée, les dommages étaient tout aussi catastrophiques. Charles Davenport hurlait au directeur d'événements d'éteindre le projecteur, mais le directeur se tenait juste là refusant d'aider l'homme qu'il avait traité comme de la merde toute la matinée. Charles a ensuite essayé de confronter certains des invités qui riaient de lui, leur disant que c'était juste un gros malentendu et une erreur administrative. Mais personne ne l'écoutait plus. Victoria Davenport avait enfoui son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable pendant que les femmes avec qui elle jouait au tennis murmuraient cruellement dans son dos, pointant son bijou bon marché que tout le monde réalisait maintenant être faux. Et puis il y avait ma mère. Brenda se tenait figée au centre de la folie. Ses yeux passaient du match de hurlements sur la scène aux avis de saisie sur l'écran massif. La réalité de la situation a finalement écrasé ses épaules. Elle avait aliéné sa fille réussie. Elle m'avait agressé physiquement dans mon bureau et elle avait jeté sa seule source de sécurité financière. Tout cela pour pousser Alia dans une famille qui se noyait dans les dettes. Elle a réalisé que non seulement le rêve de haute société était mort, mais que son propre style de vie luxueux était définitivement terminé. Elle avait tout misé sur une main perdante. Ses genoux ont simplement lâché. Elle a laissé échapper un faible halètement essoufflé et s'est effondrée sur le sol en marbre. Elle était allongée là dans sa robe de designer, pleurant dans ses mains, complètement ignorée par les invités riches autour d'elle.
Son enfant doré était trop occupé à hurler sur scène pour remarquer que sa mère était tombée. L'homme que ma mère avait adoré comme son futur gendre appelait actuellement sa fille une arnaqueuse pour que tout le monde entende. Je suis resté parfaitement immobile derrière le podium, regardant la destruction se dérouler. Je ne ressentais pas une once de pitié. Je ne les avais pas forcés à mentir. Je ne les avais pas forcés à être avides. J'avais simplement allumé les lumières et les avais laissés voir la vérité laide qu'elles avaient construite elles-mêmes. Le faux empire était complètement rasé, et c'était elle qui avait fourni les explosifs. Le chaos sur la scène était assourdissant, mais mon attention a soudain été attirée vers le bas. Ma mère avait réussi à se relever du sol en marbre. Sa robe de designer coûteuse était froissée et tachée de larmes. Brenda s'est traînée vers les marches de la scène, ses mains tremblant violemment. Elle a attrapé le bord du podium juste à côté de mes pieds. Elle a levé les yeux vers moi avec un visage complètement brisé par le désespoir et la panique. Elle a tendu la main et attrapé mon poignet, ses ongles creusant dans ma peau. Elle sanglotait de façon incontrôlable et me suppliait d'arrêter cela. Elle a murmuré que j'avais fait mon point et que j'avais besoin de réparer cela tout de suite. Elle m'a supplié d'écrire un chèque à la famille de Julian pour couvrir leurs dettes afin que le mariage puisse se poursuivre. Elle a dit que nous ne pouvions pas perdre la connexion Davenport et que notre honneur familial serait ruiné pour toujours si je partais. Elle voulait vraiment que j'achète une famille blanche en faillite juste pour qu'elle puisse prétendre faire partie de la haute société. J'ai regardé la femme qui avait passé toute ma vie à me dire que je n'étais pas assez bien. J'ai regardé la mère qui avait volé mes frais de scolarité universitaire pour acheter une voiture à ma sœur. J'ai regardé la mère qui avait essayé de me gifler dans mon propre bureau juste quelques jours plus tôt. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais seulement une indifférence froide et absolue. J'ai calmement levé mon bras et repoussé sa main de mon poignet. Je l'ai fait avec exactement la même énergie de rejet qu'elle avait utilisée contre moi toute ma vie. Elle a halté et a trébuché en arrière, presque tombant dans les marches. J'ai rapproché le micro de ma bouche pour la dernière fois. Ma voix a résonné à travers la salle de bal, commandant instantanément l'attention de chaque personne dans la pièce, y compris le couple hurlant sur la scène. J'ai dit, il y a un dernier morceau d'affaires corporatives que nous devons aborder ce soir. Julian et Alia ont arrêté de se hurler dessus et se sont tournés pour me regarder. Charles et Victoria Davenport ont fixé la scène, les yeux grands de peur, se demandant ce que je pouvais encore leur prendre. J'ai dit que ma sœur et la famille Davenport pensaient qu'elles pouvaient utiliser ce beau lieu pour célébrer leur faux empire. Elles pensaient qu'elles pouvaient m'humilier et me forcer à signer mon entreprise juste ici dans cette pièce. J'ai regardé directement Julian et souri. J'ai dit, mais vous avez tous fait un calcul fatal. Vous avez supposé que j'étais juste une invitée ici ce soir. J'ai fait un geste vers les murs massifs en verre et les lustres en cristal au-dessus de nous. J'ai dit, comme de hier matin, Apex Lifestyle and Wealth Management a officiellement acquis tout ce domaine. La transaction a été complétée en argent comptant pur. Je ne suis pas une invitée au Glass Pavilion. Je suis la propriétaire du Glass Pavilion. Le directeur d'événements se tenant sur le côté de la scène a hoché vigoureusement la tête, confirmant ma déclaration à la foule. Le choc absolu sur le visage d'Alia était paralysant. La mâchoire de Julian s'est littéralement décrochée. Elle se tenait sur une scène qui m'appartenait à l'intérieur d'un bâtiment qui m'appartenait en buvant du champagne qui m'appartenait. Je me suis tourné vers le directeur d'événements et l'équipe de grands gardes de sécurité qui s'étaient rassemblés près de la première rangée. J'ai pointé directement Julian, Alia, Charles, Victoria et ma mère. J'ai dit aux gardes que ces 5 individus n'étaient plus les bienvenus sur ma propriété. J'ai ordonné à la sécurité d'escorter les familles frauduleuses par la porte arrière et hors des lieux immédiatement. Les gardes n'ont pas hésité. Ils sont entrés instantanément. 2 gardes ont attrapé Julian par les bras pendant qu'il essayait de s'éloigner agressivement. Un autre garde a pris ma mère par le coude doucement mais fermement. Alia a recommencé à hurler, se débattant sauvagement pendant qu'une agente de sécurité féminine l'escortait en bas des marches de la scène. Charles Davenport a essayé de menacer les gardes avec une action légale, mais ses mots étaient complètement vides maintenant, et personne ne s'en souciait. J'ai parlé dans le micro une dernière fois, m'adressant aux centaines d'invités riches qui regardaient l'expulsion spectaculaire. Je leur ai dit que le principal divertissement de la soirée était officiellement terminé, mais que le bar était entièrement financé et qu'elles étaient les bienvenues pour rester et profiter du reste du champagne sur mon compte. La foule a commencé à applaudir.
Une vague d'applaudissements a parcouru la pièce pendant que la fausse royauté était traînée par la sortie de service. J'ai posé le micro sur le podium. Je n'ai pas regardé en arrière vers ma mère ou ma sœur. Je suis descendu des marches de la scène et la mère d'invité de l'élite s'est physiquement écartée pour me laisser passer. Elles m'ont regardé avec un mélange de peur absolue et de respect profond. Le claquement de mes talons résonnait contre le sol en marbre pendant que je sortais par les doubles portes principales et dans l'air frais de la nuit. Le voiturier avait ma voiture qui m'attendait juste devant. Je me suis glissé dans le luxe silencieux du siège en cuir et j'ai laissé échapper un profond soupir. Le ciel au-dessus de New York était clair et rempli d'étoiles. Mon téléphone bourdonnait déjà de messages textes frénétiques de membres de la famille élargie, mais j'ai simplement éteint l'appareil. Le poids mort que je portais depuis 32 ans était enfin parti. En tant que femmes afro-américaines, nous sommes si souvent conditionnées à être les mules du monde. On nous apprend dès le jeune âge que notre valeur est mesurée par combien nous pouvons sacrifier pour nos familles. On s'attend à ce que nous nous rétrécissions, avalions notre fierté, et financions tranquillement les rêves des gens autour de nous, même quand elles nous traitent comme si nous étions complètement invisibles. On nous dit que la famille est tout, même quand cette famille draine activement la vie hors de nous. Mais ce soir, j'ai brisé ce cycle pour toujours. J'ai appris que le vrai pouvoir ne vient pas d'obtenir l'approbation de personnes toxiques. Il vient de définir sa propre valeur et de refuser d'être une pierre de marche pour la fausse réalité de quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas votre succès à des gens qui ne vous aiment que quand votre compte bancaire est ouvert. La famille est censée être un port sûr, pas un parasite qui se nourrit de votre travail acharné. Si vous avez déjà dû prendre la décision incroyablement douloureuse de vous éloigner de membres toxiques de la famille qui ont essayé de vous utiliser, sachez que vous n'êtes pas seul. La culpabilité qu'elles essaient de vous mettre est juste une tactique de manipulation pour vous garder sous leur contrôle. Vous avez le droit de protéger votre paix. Vous avez le droit de protéger votre richesse et vous êtes absolument autorisé à verrouiller la porte derrière vous. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez trouvé de la force dans ce parcours, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager vos propres expériences de libération des dynamiques familiales toxiques. Appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à construire une communauté de personnes fortes et indépendantes qui refusent d'être exploitées. Souvenez-vous, votre vie est votre propre empire. Alors construisez-le, protégez-le, et ne vous excusez jamais de protéger votre couronne. Je vous verrai tous dans la prochaine vidéo.